Des drapeaux brûlés, les premiers morts et la moitié de la planète en émeute. Tout cela pour quelques caricatures danoises ressenties comme autant de péchés capitaux. Le prophète Mahomet coiffé d'une bombe? Le prophète Mahomet qui dit aux kamikazes « Arrêtez, notre stock de vierges est en rupture ». Drôle ou injurieux pour les musulmans? C'est selon, mais c'est la rançon de la liberté d'expression. Alors faut-il pour autant mettre une burqa sur ces dessins, rouvrir la Bastille, rallumer les bûchers? Autrefois dans nos contrées, l'Église condamnait aux flammes qui se moquaient du divin. Depuis, la laïcité est passée par là. Alors pourquoi se sent-on offensé à Damas, Gaza ou Genève, côté mosquée? À qui profite la haine? C'est l'Arabie Saoudite, cette championne de l'intolérance religieuse, qui a pris la tête de cette indignation. Oui. Sauf que là, on ne parle pas de Dieu, on parle du prophète. Tu vois, c'est ça le problème. Exactement. mais ça, c'est une bonne remarque et un bon sujet de dire que le blasphème ne concerne pas vraiment que, enfin, mais c'est pas que vraiment, pas du tout, que Allah, il concerne aussi le prophète et même les sahaba par extension. Rachid, je veux dire quelque chose, vas-y. Bah, à chaque fois, de façon qu'il y a eu des attentats, c'était jamais pour des caricatures sur Allah, c'était toujours des caricatures sur le prophète. Quand il y a des gens qui sont morts, il n'y a jamais quelqu'un qui est mort parce qu'il a insulté Allah. C'est toujours le prophète qui est plus vénéré dans l'islam que Allah. C'est ça. Donc, faut que les musulmans aussi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit, les frères là? Ils ont dit. Ouais. On a vengé le prophète. On a vengé le prophète. On a vengé le prophète, exactement. Voilà, on a vengé le prophète. Premiers mots qu'ils on a vengé Allah ou on a vengé je ne sais qui. Donc il y a vraiment une vénération du prophète dans la bouche des musulmans et dans la tête des musulmans aussi, pour le coup. En tout cas, ceux qui ont fait ça. On continue. Sans frontières. Alors, crise religieuse ou crise politique? Reste que cette affaire révèle une blessure bien réelle chez bon nombre de musulmans, trop souvent assimilés aux poseurs de bombes. Alors faut-il mettre une limite autre que légale à la liberté d'expression? Sommes-nous tous danois? Pour en parler ce soir, maître Marc Benant, 62 ans, une éloquence sans pareille au service d'une... De quoi? J'avais zappé, c'était les frères Kouachi, c'est ça que je cherchais quand je disais les frères Kouachi. Les frères Kouachi, évidemment. Penser qui ne doit rien aux vérités toutes faites, c'est dire si les réactions musulmanes le choquent aujourd'hui. L'Occident démocratique ne doit pas baisser la garde de ses valeurs, dit-il. Face à lui, Tariq Ramadan, 43 ans, philosophe musulman que certains croient toujours sulfureux. Pourtant aujourd'hui, Tony Blair l'écoute lorsqu'il affirme jeter un pont entre l'islam et nous. Et aux États-Unis, c'est Salman Rushdie en personne qui prend sa défense. Et ça, on vous le dit, c'est plus drôle qu'une caricature danoise. Aïe, 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 aïe. T'as vu, elle te dit c'est plus drôle qu'une caricature danoise. Et donc, on apprend que Salman Rushdie a défendu Tariq Ramadan. C'est n'importe quoi, ça. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai pas compris. Salman Rushdie, il a dit quoi? Il a défendu Tariq Ramadan. De ce que je comprends, oui, c'est ça, il a défendu Tariq Ramadan. Il faudra vérifier, à vérifier. De toute façon, moi, on pourrait écouter le passage, peut-être qu'on a mal compris. Attends, on va écouter. On va écouter. Sulfureux. Pourtant aujourd'hui, Tony Blair l'écoute lorsqu'il affirme jeter un pont entre l'islam et nous. Et aux États-Unis, c'est Salman Rushdie en personne qui prend sa défense. Et ça, on vous le dit, c'est plus drôle qu'une caricature danoise. Bon. il sourit. Ah non, mais il sourit, Ramadan, il sourit, petit sourire en coin. Oui, peut-être il a eu peur des menaces, il s'est dit bon, je vais me calmer un peu. Hein. Ouais, mais c'est quoi son intérêt à défendre Ramadan Ouais, je sais pas, parce que regarde, celui qui a fait une fatwa, c'est Khomeini, et Khomeini, c'est un ayatollah chiite. Ramadan, c'est un Égyptien sunnite. Tu vois, défendre Ramadan, ça n'a pas forcément un intérêt. Quand Khomeini il a fait sa fatwa, tous les sunnites, ils ont suivi comme des moutons. Hein. Pas que Tariq Ramadan, tous les pays sunnites. Certes, mais à la rigueur, je sais pas, tu défends quelqu'un qui a vraiment du poids. Ramadan, faut pas non plus croire qu'il a du poids dans tout le monde musulman. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. En tout cas, oui, je te suis, mais je suis très sceptique. Je suis très, très sceptique. Alors, on continue. On débat. Ah, mais il a rigolé. Attends. Regardez, les gars. Regarde, attends, je vais essayer d'augmenter la qualité d'image si je peux. Si je peux pas, tant pis. Non, je peux pas.
Et regardez bien sa tête. Regardez, je ne peux pas zoomer plus. Donc, concentrez-vous. Je sais pas, mettez votre tête devant lui, devant Ouais, l'écran. j'ai vu. Regardez le ricanement. C'est plus drôle qu'une caricature danoise. Bon débat. Ah non, mais ça veut tout dire. Nous, tu sais, on analyse aussi le langage non verbal, Rachid. On ne fait pas que l'analyse du discours, on fait aussi l'analyse des mimiques, des Surtout qu'il est gestes, de en, l'attitude, il de la est en, posture. surtout Oui. qu'il est en Tariq Ramadan quand il donne des interviews dans des télés occidentales, il est en mode taquilla, il peut pas tout dire, donc il faut décoder le non-verbal. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Régus, nous, certainement, on aurait rigolé aussi, hein, faut être honnête. Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. À nos invités, Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues des pays arabo-musulmans, des morts, on en recense aujourd'hui 5, dans cette histoire incroyable de ce jeune adolescent de 16 ans en Turquie qui assassine un prêtre à la sortie d'un service religieux. Est-ce que le monde musulman est devenu fou, Tariq Ramadan? Oui, je ne dirais pas que le monde musulman est devenu fou, je dirais que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des réactions excessives par rapport à quelque chose qui est ressenti, qui a été ressenti depuis le départ comme une insulte ou en tout cas une provocation. Je pense que véritablement, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un appel au calme général. On ne peut pas continuer à accepter cela, c'est-à-dire entre les appels au boycott jusqu'à l'appel au meurtre. On l'a vu même. Vous condamnez tout cela? Ah oui, non, tout ça, ça n'est pas du tout la façon de régler le problème. Autant il faut pouvoir dire les principes qui sont les nôtres d'un point de vue religieux, c'est qu'on ne représente pas les prophètes et puis que, à plus forte raison, nous ne sommes pas habitués dans la tradition musulmane à nous en moquer, donc on ne se moque pas de ces choses-là. Mais il faut garder une distance critique par rapport à cela et savoir. Comment ça, on n'a pas l'habitude de s'en moquer? C'est ça le problème, parce qu'il te dit on n'a pas l'habitude. Mais la question c'est pourquoi on n'a pas l'habitude de s'en moquer? C'est ça la question. Parce que c'est interdit. Ah là, et que c'est puni d'une simplement. peine de mort. D'une peine de mort. Simplement. Donc en fait, nous c'est ça qu'on dénonce, ce discours hypocrite. Parce que par exemple, une bonne approche aurait été de dire oui voilà, on a un patrimoine islamique qui empêche la critique, hein, on a identifié ce point et on est sur la réforme. Et lui, il te dit oui, on n'a pas l'habitude. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, il va se dire attends, mais pourquoi ils n'ont pas l'habitude? C'est ça. Peut-être que oui, peut-être que la société ne s'est pas habituée à faire des caricatures, tu vois, à sortir dans les rues, à blasphémer, etc. On n'a pas habitué les gens, tu vois, c'est une question d'habitude. Oui, non, c'est pas juste ça, c'est qu'il y a des sanctions pénales, il y a des sanctions pénales. Et en général, ça finit mal, ces histoires-là. Donc, les gens, ils sont pas fous, hein. S'il y a des sanctions pénales, ils vont trouver des détournements. Et même quand tu fais des détournements comme certains, comme on a vu hein, dans les chroniques, eh bien, il peut t'arriver des sales histoires. Même si tu fais des poèmes, même si on peut interpréter que le poème, en fait, il était contre la religion, alors que toi, peut-être, c'est hors sujet. Pouvoir dire ces principes sans réagir excessivement. On ne se moque pas donc là-bas, mais ici. Non, mais je pense que même, je veux dire, ici, on est dans une société qui a une tradition depuis 3 siècles où on se moque de ça. Donc, il va falloir. Il te dit, on se moque pas là-bas, mais on se moque ici. Mais oui, ok, mais les gens y voyagent, ça circule. On n'est plus à l'époque où toutes les frontières sont fermées, tu vois. Donc, je comprends pas en fait ce truc genre là-bas c'est acceptable, mais ici c'est pas acceptable. C'est acceptable nulle part, j'ai envie de te dire. Exactement, oui, nulle part, bah oui, logique. Rachid, n'hésite pas à intervenir, t'as pas... Ça marche. Devoir s'y habituer, dire... Vous devrez vous y habituer, nous on est habitués. Oui, non, il va falloir, je veux dire, il va falloir ce que je voulais dire, les musulmans vivent ici, on ne va pas pouvoir il a parlé chinois, là. Il a parlé chinois. Il lui a posé une colle. Il a dit, nous, on est habitués. Mais vous n'êtes pas habitués. Donc, c'est à vous de vous adapter. C'est pas à nous. Nous on connaît la règle. C'est ça.
partout. Aujourd'hui, ce qu'on doit demander à nos concitoyens et aux gens qui vivent avec nous, quand nous sommes dans des sociétés occidentales, c'est qu'il y a la loi qui donne des limites, mais il y a aussi le vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, ça n'est pas nouveau. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de nouveau pour les musulmans, mais on sait qu'il y a des choses sur lesquelles on reste délicat, des choses sur lesquelles qu'on ne touche pas, qu'on fait attention à la sensibilité des hommes et des femmes. Soyez juste clair, Tariq Ramadan. Ouais. Qui s'habitue à quoi et qui s'habitue à qui? D'accord. Vous, à nous? Oui, c'est vrai, parce vous? que Non, on est d'accord. On est d'accord que Ah. ce qu'il a dit juste avant, ça voulait rien dire. Ça Ouais, voulait En ouais, fait, c'était rien ambigu. dire. Ouais. On savait pas si c'était les Occidentaux qui devaient s'adapter aux S'habituer, musulmans ou l'inverse. c'est Et exactement. justement, Dans lorsque les gens l'explication. parlent de double discours, ben là, au moins, on a la chance d'avoir un journaliste très pertinent et qui pose Et la un question. Mais avocat, monsieur et un Ramadan, avocat et un oui, journaliste. oui, Non, un là, il est avocat, coiffé, mec. mais oui, mais pour l'instant, on est juste avec le journaliste, le Oui, présentateur oui, qui est en oui. train de Oui. arbitrer. Il dit, mais je comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites, monsieur Ramadan. Est-ce que vous pouvez expliquer? Mais qui doit s'habituer? Nous, on est habitués. De qui parlez-vous? On ne comprend pas, monsieur Ramadan. Donc là, ça, c'est bien, tu vois. Dis-moi, le terme est un peu brutal. Attendez. Il y a beaucoup de citoyens suisses, européens de confession musulmane. Ils sont chez eux. Il faut que chez eux, ils prennent la température de quelque chose qui est une longue tradition depuis 3 siècles et qu'ils entendent et qu'ils reçoivent les critiques, l'ironie et le cynisme. Ça fait partie de la culture européenne. Maintenant, il faut aussi que la société, on prenne tous en compte le fait que les sociétés européennes ont changé. On a toujours fait attention en Europe sur la sensibilité de la société. Ce n'est pas le légal qui gère le sensible. La sensibilité des gens, c'est le vivre ensemble. Et aujourd'hui, Ah, Mais attends, il y a t'as beaucoup de vu, choses à dire. déjà, Il y a mais là, beaucoup de en choses à vrai, dire. non, mais oui, parce qu'il a choisi un angle d'attaque qui est Vivre très, ensemble. très. Ouais, Non, c'est même pas ouais. le vivre ensemble, c'est ce qu'il a dit juste avant, très, très sombre. Il a dit, en Europe, il y a une tradition de ne pas heurter les Les sensibilités, sensibilités oui, mais des c'est lié au gens. vivre ensemble, ça, mec. Oui, En mais gros, pour rappelle-toi, assurer le vivre ensemble, il faut faire des compromis, des conciliations, Ménager des les gens. propositions. C'est ça. bien Bah sûr, oui. mais rappelle-toi ce qu'on avait vu dans le cadre de la liberté d'expression, qui prenait justement en compte le point que M. Ramadan il dit par rapport aux sensibilités des gens. Tu vois, il y a des discours, s'ils heurtent des sensibilités, on va y aller mollo, tu vois. C'est ça, c'est ça. Oui, mais après, j'aime bien, il a dit, ils sont chez eux, mais il leur faut quand même du temps pour prendre la température. Ah, moi, quand je suis chez moi, je connais la température de chez moi. J'ai pas Attends, besoin de Régulus, prendre je reviens 10 tout 000 de ans suite. pour connaître ça. Oui, Je vais juste me reconnecter avec mon autre compte. J'arrive tout de suite. vas-y, ça marche, ça marche. Donc, voilà, donc il te dit, voilà, les musulmans sont chez eux, effectivement, ils sont chez eux, mais il te dit, mais ils n'arrivent pas à déterminer la température. Ah, mais c'est bizarre. Quand tu es chez toi, justement, tu sais déterminer la température de chez toi, Il justement. suffit de regarder le thermomètre, tout simplement. Voilà. Ah, donc c'est très bizarre. Et après, il te dit, oui, mais il faut qu'aussi les Européens, ils acceptent que l'Europe a changé. Ah, mais l'Europe a toujours été en constant changement. Par contre, attends, j'ai rajouté Rachid. Voilà. Donc, l'Europe a toujours été en constant changement, il n'y a pas de souci. Il y a des populations qui viennent, qui partent, et des politiques qui s'écroulent, d'autres qui émergent, comme des monarchies qui tombent, des dynasties qui s'arrêtent, d'autres qui reprennent le fil de la continuité politique, des républiques qui naissent, des républiques entre elles qui s'alternent, première, deuxième. C'est pas ça le problème en vérité. Là, il parle de changement, donc oui, mais est-ce que ce changement va coûter à l'Europe? Et en termes de coûts, on ne parle pas de coûts matériels, on parle de coûts idéologiques. Parce que l'Europe s'est basée sur un ensemble de fondements idéologiques. Et est-ce que ce changement va remettre en question ces fondements idéologiques? C'est Husserl, hein, le fameux Husserl européen. Comprenne qui pourra. On a une sensibilité aujourd'hui en Europe qui dit simplement une chose, écoutez, nous, on n'a pas l'habitude de cela. Alors on n'aurait pas dû faire ces dessins, on n'aurait pas dû les faire ou les produire et les reproduire à l'infini dans toutes sortes d'organes de presse. Je pense, si vous voulez, sur le plan des dessins et de l'humour, on peut se le permettre. Quand on sait comment ça s'est discuté au niveau du journal danois, on sait que dès le départ, il y avait une volonté de provoquer et d'attaquer les musulmans. C'est stupide dans le fond, c'est maladroit dans la façon, et puis finalement les dessins sont d'une qualité tout à fait médiocre. Marc, Ah, attends, mais qui es-tu pour juger la qualité des dessins? Comment il a taillé? Il a dit, de toute façon, c'est d'une qualité médiocre, si vous voulez, mon avis. Et on veut pas ton avis. C'est ça le Mais on veut problème. pas ton avis et tu n'es pas un critique artistique, Harry. Tu es qui pour critiquer des dessins? On s'en fout de ton avis subjectif. Voilà. Bon, par exemple, subjectivement, je trouve que tu es mal habillé. Voilà.
Voilà, ça manque de goût, ça manque de classe. Non, mais c'est vrai. Après ça, ce n'est que mon avis. Voilà. Et après, il te dit quoi? Il te dit, oui, je sais qu'au sein du journal danois, il y avait une volonté de provoquer et tout. Mais tu sais, il balance des affirmations sans preuve. Comme ça, même pas, il dit, oui, j'ai lu dans un livre ou j'ai lu dans tel article qu'un journaliste a démontré, après une enquête d'investigation, que le journal avait pour intention de... mais non, juste il balance comme ça gratuitement. Mais je sais pas si vous imaginez quand même la portée de ce qu'il peut dire. C'est comme si maintenant, on est en train de parler de Samuel Paty. Et tu as Ramadan, là, je suis en train de faire un exercice de pensée, évidemment. Et il dit, oui, je suis au courant que Samuel Paty, il voulait provoquer les musulmans. C'est de la folie de balancer un truc comme ça. C'est de la folie. C'est irresponsable. Mais Voilà. sachant que, en fait, lorsqu'il dit ça, moi j'ai envie de lui poser la question. Supposons, allez, on va lui donner le point. Ouais, allez, supposons, il n'y a pas de souci. De quel musulman on parle? Cette histoire-là, elle est au Pakistan, en France, je ne sais où. Wow, de quoi on parle? Les mecs, ils vendaient 20 000 journaux. C'était inconnu au bataillon. Je comprends pas, moi. Ça s'appelle les fesses 13 ans. C'est vrai, ça, t'as raison. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'effet stressant, c'est le fait qu'il y ait par exemple une polémique, quelque chose de gênant, et qu'on cherche à le cacher. Mais plus on cherche à le cacher, et plus ça va ressortir, et plus les gens vont vouloir savoir en gros ce qui s'est passé. Voilà. Donc tu ne pourras pas en vérité masquer la vérité. Charlie Hebdo, avant l'attentat, ils étaient au bord de la faillite. Il y avait quasiment plus personne. Il y avait quasiment plus personne qui achetait ce journal. Et depuis l'attentat, ça y est, le journal, il a explosé. Donc, merci oui, les frères. Merci. Bonne pub. Merci beaucoup, les frères. Non, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cet épisode, je ne rappelle pas ce que je viens de dire, mais cet épisode, ces manifestations, est-ce que c'est le signe du début d'une sorte de choc des civilisations? Écoutez, je peux vous donner une réponse optimiste ou pessimiste. Ma réponse, à laquelle vous penchez, vous? Je vais tempérer mon pessimisme, une sorte de pessimisme lucide, avec un peu d'espoir. Ma réponse pessimiste, c'est qu'assurément, c'est un choc des civilisations. Mais il faut s'entendre sur ce qu'est un choc des civilisations. La civilisation, c'est des cultures et des pratiques. Juste, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation du choc des civilisations. On a entendu, hein, dans des débats, les gens qui refusent l'emploi de ce terme. Mais là, quand même, Marc Bonan, il te dit, mais ça dépend de quoi on parle. En fait, c'est toujours la même chose. On ne s'entend pas sur les définitions. Et après, ensuite, on dit on n'est pas d'accord. Il faut définir. Et là, Marc Bonan, en bon avocat, te dit, voilà, moi, ma définition, je dis la civilisation est de la culture. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais en tout cas, il te dit un élément culturel. Et a priori, là, on peut dire qu'il y a deux cultures qui se rencontrent. Une culture de la satire, oui, qui s'entrechoquent même. Une culture de la satire, du blasphème, de l'ironie, des blagues, etc. Et de l'autre côté, M. Ramadan nous a dit, une culture qui n'est pas habituée. Il n'a pas précisé pourquoi, mais qui n'est pas habituée. Donc, je ne comprends pas, moi. Ici, nous avons dans un camp la démocratie, dans l'autre, des théocraties ou des dictatures. Ici, la liberté, là, la soumission. Ici, le pluralisme, là, l'univocité. Quand je parle de la soumission, comprenez-moi bien, monsieur. Je sais que l'islam veut dire soumis à Dieu. Je ne considère pas du tout que la soumission soit une manière de rapetisser les êtres. C'est un modèle, il a été le nôtre. Il fut un temps où nous avions un Dieu et un roi. Nous avons cru, peut-être c'est de l'illusion, que nous gagnions en hauteur et en liberté en nous libérant de cette position subalterne, de suppliant. Mais je conçois parfaitement que des cultures trouvent dans le renoncement, dans l'ascèse et dans la contention une grandeur qui désormais nous ferait défaut. Mais je dis simplement qu'il y a ces deux mondes. Ces deux mondes s'affrontent. Beaucoup en Occident sont dans le déni. Ils pensent qu'en évitant les mots, ils évitent le phénomène. Et ils pensent qu'il suffit de fuir par la négation pour ne pas avoir affronté l'inévitable. Un choc des civilisations, monsieur, c'est pas nécessairement une tragédie. D'abord, je commence par dire c'est un choc des civilisations. Je ne dis pas c'est le choc de la civilisation et de la barbarie. Nous ne sommes pas dans ces situations analogiques à celles de la chute de l'Empire romain. Il y a deux visions du monde, avec cette singularité que la leur, si j'ose prendre cette distance... Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait avec ces deux visions, maître? Alors, il y en a deux qui s'opposent.
On voit bien, d'un côté, la soumission à Dieu, de l'autre, la non-soumission à ce Dieu et l'égalité. Est-ce que tu as vu ce que Marc Bono, il a fait une sorte de wala ou al-bara, la leur, ce n'est pas la mienne, je me désavoue. Oui, c'est vrai. C'est très très sombre, c'est très très sombre depuis le début. C'est comme tout à l'heure le journaliste qui t'a dit, mais de qui vous parlez, monsieur Ramadan? On ne comprend pas. Nous, on est habitués. Tu vois, il y a un distinguo. Ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Oui. Et ça, c'est une forme de contraste. T'as raison. Oui. Et pour le coup, là, on peut dire qu'il y a des gens qui défendent leurs valeurs. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Tu vois? Oui, ils savent surtout ce qu'ils ne sont pas. Et ce qu'ils ne sont pas. Oui, mais rappelle-toi, il y a des gens aussi qui ne savent pas ce qu'ils sont, mais ils savent qu'ils ne sont pas comme Mamar. Il dit, je sais pas ce que c'est un musulman. Je sais pas ce que c'est qu'un musulman, mais je sais ce que n'est pas musulman. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est bon. Et le principe d'égalité et de liberté. Je veux dire, je ne suis pas convaincu qu'il y ait des parades. Je pense que la tolérance, dans le vrai sens du mot, n'est pas une chose qui se décrète. Elle vient au bout du chemin. Elle vient lorsque nous aurons été, et les uns et les autres, affaiblis et enrichis par nos différences échangées. C'est à l'horizon. Alors, que pouvons-nous faire dans l'immédiat? Pardonnez-moi, je ne suis pas grand clerc. Je pense que, d'abord, la pédagogie. C'est assez extraordinaire de penser à quel point nous sommes ignorants les uns des autres. Alors, expliquez peut-être à Tariq Ramadan cette pédagogie. Vous voulez lui faire la pédagogie de la satire et de l'ironie. Vous voulez lui dire, eh bien, c'est notre droit de publier, par exemple, 12 caricatures, y compris représentant Mahomet. Je vais lui dire ça et bien d'autres choses encore, mais j'étais plus équilibré dans mon propos, parce que lorsque je parlais de la pédagogie, je pensais à ce que l'on essaye d'apprendre à l'autre, à quoi on entend l'initier, comment on veut lui faire partager nos lumières ou nos clartés, mais aussi ce que nous avons à faire en nous-mêmes. Je suis frappé par l'incroyable ignorance collective de ce qu'est l'islam. Et dans cette ignorance, il y a place pour toutes les caricatures de la pensée, tous les a priori et toutes les haines. Je pars de l'idée, mais très, très banale, que la haine et le rejet est une des métastases de l'ignorance. Et je trouverais juste que l'on enseignât dans nos écoles ce qu'est l'islam, pour essayer de brouiller l'image qu'il donne, que l'on nous parle, je ne sais pas, d'Avicenne, d'Averroès. Mais alors ces dessins, justement, ils brouillaient l'image de l'islam? Pas du tout. Le problème, c'est que là... Vas-y, Rachid. Hein? Vas-y. Je disais là, quand tu vois la tête de Tariq, tu vois qu'il sent qu'il est mal barré déjà, qu'il n'est pas tombé sur un mec qui ne connaît pas son sujet, un petit blanc sorti de nulle part qui ne connaît rien à l'islam. Donc déjà, tu vois la tête de Tariq, déjà, il sent que ça pue un peu. Mais par contre, nous, on dira qu'il s'est aventuré. Pourquoi il nous parle des Zanadira? Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi il ne nous parle pas? Il peut nous parler de d'autres zindiq, hein, comme Ibn Taymiyyah, pas de souci. Mais pourquoi nous parler des imams des athées? C'est ça le problème, c'est ça que je ne comprends pas. Totalement. Je considère que c'est des saints. Désolé, vas-y. Oui. Tu parlais, quand il a dit Avicenne, quand tu parlais de l'imam des athées, c'est ça? Oui, parce qu'Ibn Taymiyyah, et même Ibn al-Qayyim, ils ont dit que Avicenne, c'était l'imam des athées. Ils ont traité de Batini. Mais il a fait exprès de dire ça, Bonan. Oui, du coup, en fait, je pense qu'il est en train de dire que si on veut vraiment, par exemple, critiquer l'islam, il faut le faire en mettant en avant Avicenne. Je pense que c'est mieux que caricature. Alors, si c'est un hili comme ça, on accepte, tu vois. Ah oui, mais moi, ça dépend. Moi, j'ai compris comme ça. Il a dit en gros, Tariq et les autres prédicateurs en Occident, ils essayent de donner une bonne image en se servant de Avicenne, Averroès et tout. Mais en gros, tu vas pas me la faire à moi. Exactement. Dit là. Et d'ailleurs, il y a l'école, elle s'appelait comme ça, Avicenne, ça, Averroès aussi, c'est Averroès. Donc, et pourquoi ils ne parlent pas de ces gens-là? Ils auraient dû écouter le live de Samuel Lib, lorsqu'il a parlé de Maïmonide et de Averroès. Peut-être que les gens ils auraient appris 2-3 trucs. D'abord, je le trouve de modeste facture.
Ensuite, je ne suis pas convaincu avec vous, monsieur, qu'ils ont été voulus comme une provocation. Ils ont été voulus comme ce par quoi on s'assure de la liberté que l'on a. Vous savez, une liberté, il faut la mettre en œuvre. Il faut qu'elle soit maintenue vivace. Je ne suis pas convaincu qu'ils soient offensants. Mais ils vous ont fait rire. Il y en a en tout cas un qui vous a fait rire. Bien sûr, ils m'ont fait sourire. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je trouve qu'ils ne sont pas offensants. Et je pense même, c'est un début de paradoxe, qu'ils n'ont pas offensé. Si je dis qu'ils ne sont pas offensants, c'est que, bien sûr, on est dans le domaine du subjectif et de l'appréciation, et il faut toujours savoir d'où l'on parle, sous quel climat et sous quelle latitude. Mais je dis que s'ils sont offensants, c'est parce qu'est dans l'exclusive mesure où ils violent des interdits, celui de la raillerie, celui de la représentation du sacré ou du prophète. Et ce que je veux soutenir, c'est que ces interdits, pour légitimes qu'ils soient, pour nobles qu'ils puissent paraître, ne nous sont pas opposables dans une société laïque. Ne nous sont pas opposables. Écoutez, je crois que de ce point de vue, alors je vais commencer par répondre par la fin de votre propos. Je pense que c'est pas à vous de décider de ce que sont les interdits d'une religion, et vous le dites de façon assez claire. À partir d'un certain moment, il ne s'agit pas d'opposer. Il s'agit de dire, écoutez, nous vivons ensemble dans la même société, nous avons des interdits, nous ne sommes pas habitués à la raillerie sur le fait religieux, on peut se moquer de beaucoup de choses, nous n'avons pas l'habitude. Quand on vit ensemble, dans une démocratie, dans un cadre légal, il ne s'agit pas simplement de savoir ce que la loi permet, il s'agit aussi de savoir ce que les sensibilités reçoivent. Et quand on est dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à partir d'un certain moment, la liberté d'expression, elle est un droit incontestable. Son usage doit faire l'effet ou doit être le produit d'une approche raisonnable. C'est la seule chose. Est-ce que la satire peut être raisonnable? Est-ce que je peux simplement aller plus loin, simplement pour vous dire une chose. Il se trouve que j'étais en octobre au moment où les faits se sont passés au Danemark et que j'ai discuté à l'intérieur de la rédaction du journal en question. Et vous aviez deux pôles dans la rédaction, entre des journalistes qui disaient non, nous savons ce que ça va donner, et d'autres qui disaient oui, nous devons affirmer notre droit à l'expression. Et donc il y avait bien de la provocation. Mais ça m'amène à dire une chose. La façon dont vous avez présenté les choses au début de votre intervention, en disant nous avons affaire à deux mondes. La folie, mec, dit je suis là-bas, je suis journaliste, oui, mec. Mais supposons, mais moi, c'est pas ça qui m'a fait tilter. Moi, c'est pas ça qui m'a fait tilter. Il te dit, il y a des avocats qui disent, nous savons ce que ça va donner. Mais qu'est-ce qui va donner? Qu'est-ce qui va arriver? C'est vague, tu vois, c'est vague. Parce qu'il parle de provocation, mais il doit parler des conséquences des provocations. C'est bizarre. Parce que, ok, certes, il y a allez, on va dire qu'il y a provocation, mais il y a des gens qui sont provoqués et qui ne font rien, ou qui, à la rigueur, protestent verbalement, et il y a des gens qui sont provoqués et qui agissent. C'était en quelle année ce débat? C'est ça le problème. Le débat. C'était en quelle année? Ça a été. Attends 2 secondes. Ça a été publié il y a 4 ans, mais le débat il doit dater il date de 2007, je pense, ouais. Ouais, ok. Bah, c'était à l'époque des caricatures. Attends, c'était quand les caricatures? Ouais. Caricature. Mahomet. Il n'y avait pas encore eu les attentats, c'est ça que je veux dire. En France, non. Là, c'était du journal de Dylan Posten. C'était en 2004. Donc, ils ont dû faire le débat quelques années après. Voilà, tout simplement. Voilà. Je crois qu'elle est caricaturale et qu'elle est binaire et qu'elle n'est pas vraie. Ça n'est pas vrai que le monde occidental est aussi monolithique de la façon dont vous l'avez présenté. Et c'est totalement faux de présenter le monde musulman comme un tout monolithique qui serait à la soumission au non-droit. C'est pas comme ça que les choses se passent. Les choses sont beaucoup plus complexes. Et en Occident, il y a bien débat et malaise autour de la question comment use-t-on du droit à l'expression? Alors comment use-t-on, Marc Benoît? Je vais vous répondre parce qu'il y a un sujet qui me paraît intéressant. Lorsque vous dites que la liberté a des limites naturelles, la liberté d'expression notamment, et vous mettez l'accent à 2 reprises déjà sur la nécessité, peut-être même la beauté de vivre ensemble. Et donc vous suggérez, mais vous me détromperez, qu'à vrai dire, dans l'exercice de ma liberté, je dois intérioriser la sensibilité de l'autre, minoritaire. Vous le faites tous les jours. Vous le faites tous les jours. Permettez-moi de conclure. La sensibilité de l'autre, minoritaire ou majoritaire. Alors, je suis toujours aux interdits d'ordre religieux. Au bout de cette logique, Monsieur Ramadan, il faudrait que ma liberté fût cantonnée par le respect de vos interdits, bien sûr, auxquels j'ajouterais très naturellement les 613 commandements juifs, auxquels je devrais... c'est très très sombre. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire, mais si on rentre dans la logique de ce que Marbonan il explique, en fait,
comment tu vas faire cette sensibilité? C'est très islamophobe tout ça. Parce que tu vas supposer que quelqu'un, il est musulman ou non, donc tu vas faire une blague ou non dans un contexte, parce que tu as estimé que… Mais si tu sais pas, comment tu vas savoir? Donc tu vas te réprimer. Ça, c'est de l'islamophobie selon leurs termes. Parce que c'est appartenance réelle ou supposée. Ah, c'est un comportement très islamophobe tout ça. Exactement. Vous mélangez les ordres. Vous mélangez les ordres. Je suis désolé. On vous demande pas de respecter nos interdits. On vous demande de respecter la nature de la façon dont vous en parlez. C'est pas la même chose. Je vous demande pas de respecter les 5 prières par jour. Je vous demande de parler de façon décente, de la foi de l'autre. Mais le débat ici, Monsieur Ramadan, ce qui a pu blesser, et je disais tout à l'heure, et peut-être j'aurai le temps de le développer ou non, je pense que le monde musulman n'a pas été blessé. Je pense qu'on lui donne à croire qu'il est blessé. Je pense que des raisons politiques le mettent en œuvre au titre d'une blessure qu'il n'a pas éprouvée. Je pense qu'il n'est pas en position réactionnelle, pardonnez-moi. T'as dit quelque chose? Non? Non. Ok, ça marche. Je suis désolé. Nous ne sommes pas dans la réaction. Au nom de quoi, Tariq Ramadan? Écoutez, respecter, comme vous le dites. Et ensuite, bien sûr, vous aurez le temps de parole que vous arbitrez. C'est simplement que si nous devions additionner les interdits des croyances, et j'exclus l'idée que nous ne prenions en compte… Régulus, reviens juste. Là, il y avait un commentaire là, qui passait à la télé, très très sombre, mec. Mahomet n'a rien à voir là-dedans. Respectez, comme vous le dites. C'est clairement dirigé contre le peuple musulman. Que si nous c'est la mode de l'insulter. Les interdits… Et je suis protestant. Et ça, c'est quoi? C'est qui a mis ça? C'est le mec de la chaîne YouTube ou c'est qui? Ouais. Non, c'est à la télé, je pense, tu sais, en rediffusion. Non, c'est quelqu'un qui a commenté et la chaîne l'a diffusé, c'est tout. C'est comme si moi, maintenant, je montre le commentaire de quelqu'un. Oui, Ray. Et tu penses pas que, genre, à la télé, des fois, ils mettent les coms et… Oui, à la télé, la régie, tu parles de la chaîne de télé, pas la chaîne YouTube. Ah oui, voilà. Bien sûr. Désolé, oui. Des croyances. Et j'exclus l'idée que nous ne prenions en compte que des croyances majoritaires, parce que, comme vous savez, les majorités changent. Il n'y a pas de doute que dans nos pays occidentaux, l'islam, aujourd'hui, a une forte, belle, accueillie présence. Mais si nous avions à ajouter les sensibilités, les interdits de tous les jours, vous le faites avec les gens qui sont de la même culture que vous, vous le faites chez vous. la liberté d'expression. Mais vous le faites, vous mesurez votre liberté d'expression quand vous essayez de ne pas frapper ou de blesser la sensibilité de ceux qui vivent avec vous, et c'est pas la loi. Nous ne demandons pas plus de censure, nous demandons simplement plus de respect. Vous demandez beaucoup plus de censure, puisque vous auriez voulu qu'au titre de la sensibilité qui est la vôtre, et dont je dis 1000 fois qu'elle est légitime et qu'elle a sa noblesse, que nous nous soyons abstenus de publier. Qu'on mesure ce qu'on est en train de faire. Écoutez, attendez, je veux dire, vous voyez l'ordre du monde, monsieur, vous voyez l'ordre du monde. Je vois le désordre du monde. Vous voyez le désordre. Je pense que ce ne sont pas mes caricatures qui en sont à l'origine. Oui, mais je vais vous dire une chose. D'abord, il y a deux plans sur ce que vous dites et je crois qu'il faut les distinguer. Vous avez raison sur un point fondamental. Il y a eu instrumentalisation politique. T'as vu, là, c'est l'acharisme qui ressort, mec. On te dissèque le truc. On te dit, oui, mais il y a 2 points. D'abord, premier point, tu vois, j'évacue le problème. Genre, je te dis que, voilà, tu as le droit et tout. Et après, je reviens au deuxième point et je t'attaque. Ah, ça, c'est vraiment l'acharisme, mec, qui ressort. C'est de la folie, hein. Oui. Ça c'est vrai. C'est vrai. De cette affaire, c'est une évidence. En octobre, quand j'étais au Danemark, l'affaire allait se calmer, elle s'est calmée. 3 mois plus tard, effectivement, des musulmans du Danemark lancent l'opération qui consiste à en parler dans le monde musulman. Et alors, attendez, désigner les exploiteurs de cette affaire. Qui les a exploités? Il y a eu des responsables d'organisation, il y a eu des imams qui se sont entretenus. Islamiques. Attendez, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux dire, vous n'allez pas me... Je vous fais préciser, c'est tout. On est d'accord, ils sont allés. Il y a eu des réactions dans le monde musulman. Il faut savoir une chose, et c'est vrai que aujourd'hui, dans le monde musulman, un certain nombre d'États peuvent utiliser la ferveur populaire pour montrer combien ils sont les défenseurs de l'islam et justement lancer cette opération-là. Là-dessus, il n'y a aucun doute sur le fait que cela s'est passé. Mais d'un autre côté, nous savons aussi qu'un certain nombre, et ça s'est passé au Danemark, de courants d'extrême droite étaient très contents. Non, allez, c'est bon, non. Là, c'est trop.
Là, c'est trop, les frères. Donc, déjà, il part sur un point. Il te dit, en fait, c'est déjà, il veut pas citer de nom. Il cite aucun nom de pays, il cite aucun nom d'imam, il cite aucun nom d'association, il cite Il a aucun dit nom de Danemark. savant. Non, non, quand je dis pays, je parle de pays musulmans. Est-ce que c'est Ah, l'Égypte? Est-ce que c'est le Pakistan? Est-ce que c'est... T'as compris? Voilà. Il cite pas d'imam précis. Voilà. On comprend pas de qui il s'agit, c'est flou. Oui, il y a des États qui ont instrumentalisé la ferveur religieuse. Tiens, c'est que des énonciations qui sont vides de sens. Parce que d'un côté, oui, c'est vrai que l'islam, c'est un outil politique. On l'utilise pour des votes, on l'utilise pour faire voter, justement, pour faire passer des lois, on l'utilise pour faire patienter des gens face à une crise économique, on l'utilise pour tout et n'importe quoi, pour faire partir des gens en guerre. Donc l'islam, c'est un outil très efficace sur des gens qui y adhèrent. Et justement, c'est-à-dire qu'un État qui veut regagner de la popularité auprès de ses citoyens, hein, un gouvernement, un chef d'État, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ce genre voilà, d'affaires, de polémiques pour dire, ah mais ce qui s'est passé, c'est grave, et on doit faire quelque chose, et on doit s'indigner pour quelque part regagner de la crédibilité, de la légitimité auprès de son peuple. Voilà. Et ça a été fait de tout temps. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que de ce point de vue-là, oui, ça se tient. Mais c'est pas le sujet. En fait, tu vas nous dire, c'est pas le sujet. On est en train de parler de la liberté d'expression. On est en train de parler de la notion de blasphème, ce que ça implique, la violence qu'il y a derrière. Parce que Tarek Ramadan, il va pas jusqu'au bout. Ok, il y a des chefs d'État. Ils instrumentalisent la ferveur des citoyens. Mais la ferveur, elle entraîne quoi? La mort. C'est ça le problème, c'est que la ferveur entraîne la mort. C'est ça le souci. C'est que est-ce que c'est responsable de la part de chefs d'association, d'imams, de savants, de chefs d'État, sachant que la ferveur de certains fanatiques, de certains extrémistes peut amener à faire l'innommable, l'atroce, et justement quelque chose de responsable, moralement, éthiquement, même politiquement, diplomatiquement. Ah, ça aurait pu entraîner des guerres, cette histoire, en fait. Entre deux, imagine si le Danemark avait décidé de répliquer. Voilà. Il serait, je sais pas moi, l'Égypte est responsable. Parce qu'ils ont mal parlé au cours d'une émission de nous, du journal et tout. Je sais pas, j'imagine, et au Moyen-Âge, il y a des guerres qui partaient pour moins que ça, hein. Donc c'est ça le problème en vérité, qui est pas mis au cœur de la discussion. De l'instrumentalisation politique dans l'autre sens. Alors attendez. Moi j'aimerais juste... Attendez, laissez-moi juste terminer. Et après, il part de la droite, voilà. Je vois pas le rapport avec la droite, en fait. C'est quoi le rapport avec la droite ça, c'est ici? la pleurnicherie habituelle. C'est la pleurnicherie habituelle. Quand ils n'ont pas d'argument, ils disent la droite pour sous-entendre les racistes. Donc, en gros, leur problème, c'est pas les menaces, etc. C'est qu'ils n'aiment pas les Arabes, en fait. C'est ça qu'il y a dans le Oh, sous-texte. non. Exactement. Non, c'est ma petite partie, si vous permettez. Ça va pas durer longtemps, je vous promets. Que je vous dise à ceux qui nous écoutent que vous pouvez évidemment réagir aux propos, et je vois que ces propos sont vifs et je m'en réjouis, et de qualité, qui sont échangés ici par SMS. Je vous donne la manière de procéder. Vous tapez infra, votre message, puis envoyez le tout au 939, que Mix et Remix, notre dessinateur, grand blasphémateur régulier de toutes les religions, eh bien, se moquera de vous comme il se doit et comme il se moquera aussi de lui-même. Une dernière chose, ne téléphonez pas ce soir à la... Déjà, à cette époque-là, il pensait à la quiche, t'as envoyé des SMS si vous voulez réagir. Oui. Non, mais là, c'était les années 2000, ça. Allez, tapotez, les frères, tapotez. Oui, la télé, Oh là c'est là bien là rempli les là poches, là. mec, avec les Envoyer jeux des qu'on peut. roses. C'est ça, des Putain, roses, c'est des roses. catastrophique. Roses. Aïe. Roses. La télévision, ça pourrait faire sauter notre centrale. D'ailleurs, à ce propos, ne faites rien sauter du tout à la télévision si c'est possible ce soir. Ah. Quel enfoiré. Putain, Alors, il est à l'aise aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, en 2025, il n'oserait pas dire ça. Hein. Oui, ça a changé la télé. Maintenant, c'est fini. Ça a changé maintenant. Non, Après, en vrai, on en revient. De quoi? J'ai dit en vrai, après, c'est en Suisse. Peut-être ils sont plus ouverts, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bah oui, c'est une télé suisse. Ça.
C'est vrai, j'ai zappé. Mais en même temps, ça se ressent pas à l'accent. Après, rappelle-toi ce que Sami Hadib nous avait raconté comme anecdote, d'ailleurs mort de rire. Lorsqu'il a dit il y avait les musulmans, ils ont voulu faire des minarets en Suisse. Là, il y a un mec, il a pris sa sono à fond, il a roulé dans la rue à fond la nuit. Il a dit, ils lui ont mis l'amende et tout. Il a dit, il n'y a pas de souci, moi je paye. Il a dit, imaginez, là, vous avez été dérangé par ma sono et vous voulez l'appeler à la prière 5 fois par jour. Les gens, après, ils ont voté contre, tout simplement. Aux origines de l'affaire, c'est pour ça que je vous ai interrompu, Tariq Ramadan. Denis Poffet nous a préparé un petit sujet qui nous raconte, au fond, les origines de l'affaire. Comme ça, on situera un peu mieux les questions et les problèmes. Et puis, on revient au débat ensuite. Regardez ce sujet. C'est une véritable bombe à retardement. Le 30 septembre dernier, le Jyllands-Posten, le plus gros tirage de la presse danoise, publie 12 caricatures sur le thème des visages de Mahomet. Alors, pure exaltation de la liberté d'expression, chère à nos démocraties, ou provocation gratuite, sachant que l'islam interdit la représentation de Dieu et des prophètes. Et ajouter à cela une satire sur le paradis promis aux martyrs d'Allah. Et pourtant, il faudra près de 3 mois jusqu'au début de l'année pour que l'indignation du monde musulman gagne la rue. Partout en Syrie, au Liban, en Afghanistan, les passions se déchaînent. On brûle les représentations des pays nordiques et même par erreur le drapeau suisse. La balle perdue. Nul. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Mais en fait, mais c'est ça le problème du journaliste, c'est qu'il est nul. Par contre, là pour le coup, moi je pense que c'était pas par erreur. Il savait ce qu'il faisait parce que la Suisse fait partie justement du système européen. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand on est dans un système religieux comme celui de l'islam sunnite, c'est eux contre nous. Il n'y a pas genre que la France ou que l'Angleterre ou que la. C'est des paradigmes de blocs. Il y a le bloc qui nous a attaqués, VS nous, le bloc qui nous sommes persécutés, qui sommes voilà, oppressés, qui sommes voilà, victimes, tout simplement. Donc la Suisse fait partie du bloc, voilà, avec le Danemark et les autres. Et c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est pas une question d'erreur, ils s'en foutent. En plus, c'est symbolique. Pourquoi? Sur le drapeau de la Suisse, il y a la croix. Voilà. Donc c'est vraiment en mode en train de brûler le drapeau des croisés. Oui. Ils comprennent pas, c'est ça le problème. Ils ont du mal à se remettre dans le paradigme. Les débordements font plusieurs morts, les appels au calme, même de la part de modérés musulmans, n'y changent rien. Polémiste de choc, grand pourfendeur des juifs et des musulmans, le cinéaste néerlandais Theo van Gogh est assassiné en pleine rue il y a 15 mois par un islamiste. Un écrivain danois vient de lui consacrer une biographie qu'aucun dessinateur n'osait illustrer. Et c'est ainsi qu'est né le défi des caricatures du Jyllands-Posten. Ah voilà, donc Tariq Ramadan, il te dit c'est une provocation. Ouais, mais ça vient d'où en fait l'histoire? Donc il y a un mec qui a été assassiné. Voilà. Theo Van Gogh, parce qu'il a fait une sorte de film dedans, il montre, je sais pas moi, une femme musulmane, on lui a tatoué le Coran sur la peau, un truc comme ça. Voilà, film un peu subversif, mais vraiment, c'est pas un blockbuster, c'est un film de merde. Et donc du coup, il a été tué. Et en solidarité, ils sont partis, ce journal-là, danois, dans la caricature. Faut comprendre le contexte, c'est pas gratuit, ils sont levés un matin, ils se sont dit, on va faire des caricatures. Depuis, on le sait, ces dessins ont fait le tour des rédactions occidentales. Le Monde vient d'en publier 2, uniquement, dit-il, pour donner des clés du débat. D'autres quotidiens ne se sont pas privés de les étaler à la une. Ouais. En plus, c'est bien si, par exemple, on dit c'est en réaction à. C'est-à-dire, là, par exemple, ils ont caricaturé, ils disent le paradis et tout. Mais tu dis, c'est pas pour rien. Là, il y a des gens, des djihadistes qui ont attaqué, ou des gens qui sont dans le djihad, tout simplement, tu vois. Ils ont attaqué. On se moque de la situation, tu vois, on le tourne au ridicule. Normalement, tu me dis, tu devrais te désavouer de quelqu'un qui tue pour là, cet été au Van Gogh pour une histoire de film. Alors, tu te désavoues. Les gens, ils te disent, non, on va protester, tout, c'était contre nous, nanani. Mais je sais pas, si tu as un peu de jugeote, tu comprends le contexte. C'est un peu d'ailleurs ce que Riles il disait dans son débat d'ailleurs, genre en mode lui il te dit, moi j'accepte le blasphème si c'est une réponse. Si c'est une attaque, là j'accepte pas.
Tu vois, c'est ça le problème. Ils sont dans un logiciel, tu vois, il y a des gens, ils comprennent, il y en a d'autres, ils comprennent pas. C'est attaque, que ça soit pour X ou Y raison, je vais me défendre. Ou je vais défendre le prophète. Exactement. Au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Mal en a pris au directeur de la publication de François. Il vient d'être remercié pour les avoir publiés dans son intégralité. Plus près de chez nous, la Liberté essuie, il y a peu, une avalanche de protestations pour avoir croqué le prophète Mahomet lorsque des bains publics ont instauré une séparation des sexes en faveur des femmes musulmanes. Mais n'existe-t-il donc pas en Occident une longue tradition irrévérencieuse envers notre clergé et nos croyances, fussent-elles à l'égard de Dieu en personne? Faut-il décréter la fatwa contre notre dessinateur maison qui se permet toutes les libertés, allant jusqu'à clouer le Saint-Père au pilori? Tariq Ramadan, on vient de le voir avec ses anciennes caricatures qui datent évidemment du 19e siècle. La calotte, quand on s'en prenait au clergé catholique, ça c'est l'expression de notre culture. Pourquoi, au fond, ce type de caricature ne pourrait... Pourquoi c'est pas vous finalement, le caricaturiste en islam, qui ferait des caricatures pour expliquer qu'on peut-on faire? Écoutez, encore une fois, vous pouvez... Parce qu'il veut garder sa vie, tout simplement. Tout simplement. Elle reste attachée à son corps. Exact. Il te pose une question piège. Pourquoi tu me mets dans la merde, frérot? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Nuer à dire nous sommes, ça c'est notre histoire, ou de considérer simplement qu'il y a d'autres façons, dans d'autres civilisations, d'approcher le sacré et de ne pas s'en moquer. À partir d'un certain moment, vous êtes suisse, je suis suisse, on va vivre ensemble. Vous allez dire, moi c'est ça, et toi, tu es comme ça. Ou alors on va essayer simplement de comprendre qu'on va vivre ensemble, qu'on va construire la société ensemble. Et encore une fois, c'est très important parce que si nous n'y arrivons pas en Europe, voilà le message qui s'envoie. Est-ce que les pays musulmans n'ont pas besoin de cela, finalement, de ce type de distance? Vous l'avez appelé vous-même, vous dites qu'il faut un peu de distance. Mais il faut des Voltaire dans ces pays. La distance critique, elle se fait dans un travail de mentalité, elle se fait pas dans cette provocation. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'à la suite de ce qui vient de se passer dans le monde musulman, on va vers une évolution de la distance critique, où vous avez l'impression plutôt que dans le monde dans lequel nous sommes en train d'aller vers une émotivité qui rend sourds les gens. Nous sommes devenus sourds l'un à l'autre. Est-ce que vous soutenez les gens qui, les gens qui seraient les Voltaires du monde? Là, il nous dit l'émotivité, le pathos. Est-ce qu'on va rester dans le pathos, les frères? C'est ça le problème. Après, l'émotivité, elle est que d'un sens, hein, j'ai envie de te dire. Bah oui, du coup. Monde arabo-musulman ou musulman. Comme il a dit, le journaliste, il y en a qui sont déjà habitués en fait à la caricature. Donc a priori, ça concerne que certaines personnes qui se sentent offensées. D'ailleurs, pour les dessins, t'imagines, c'est de la folie. Hein. À moins qu'ils sous-entendent que être indigné d'un attentat, c'est être émotif. Je pense pas, j'espère pas en tout cas. J'espère pas. Toutes les personnes qui font évoluer les mentalités avec la pédagogie et la délicatesse qui sied à un monde où les sensibilités sont blessées. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais dire. Nous sommes d'accord. Mais il te dit que les sensibilités sont blessées. Mais Théo Van Gogh est mort. C'est ça. Oui, c'est ça le problème. En fait, on oublie toujours le point central. En fait, on part pas du même point de départ, donc forcément, il y a des incompréhensions, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je suis en train de lire la page Wikipédia. Théo Van Gogh, assassiné le 2 novembre 2004 à Amsterdam. Donc réalisateur néerlandais. Son meurtre par un islamiste provoque une émotion considérable aux Pays-Bas et même un questionnement sur la politique d'immigration menée par les autorités. 2 ans après le meurtre de la publication des caricatures de Mohammed du journal Jylland Posten en septembre 2005 et en est une de ses suites. Voilà. Donc t'as un mec qui s'est fait poignarder. Donc c'est ça le problème en fait. Donc le 2 novembre 2004, Mohamed Bouyouri, un Néerlandais d'origine marocaine, blesse Van Gogh avec une arme à feu dans un lieu public, puis l'achève en tirant de nouveau. 8 balles auront atteint le réalisateur avant que le jeune homme ne l'égorge. Il lui plante ensuite 2 couteaux dans la poitrine. Dans l'un porte sur la garde une lettre adressée à Ayaan Hirsi Ali, une autre apostate. Yes, yes, yes. J'étais pas au courant qu'il était allé aussi loin. Oui, si. Mais si, on l'avait déjà lu, Régulus.
On l'avait déjà lu la dernière fois. Ouais, mais j'avais oublié. Attends, il faut que je vous montre le texte, parce que les gens ils vont pas me Oui, croire. mais c'est un Ah, message. je Je te tue, je te laisse un crois que c'est message. une C'est un mafia, somalienne ou mec. un truc comme ça. Oui, c'est ça, mais c'est un truc de fou, l'histoire. Exactement, et Ouais, somalienne, c'est voilà, ça. je vois très bien c'est Qui, qui. donc qui est justement aux Pays-Bas. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. En Attends, plus, elle on avait va revenir. débattu avec comment il s'appelle là, Ouais? tu sais, le Balti, mais des Britanniques là. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Oui, comment il s'appelle déjà l'autre là? Oui, Mohamed Hijab. Mohamed Oui, Hijab. voilà, Oui, c'est ça. voilà, il avait débattu avec elle une fois. Oui, exactement. Et c'était catastrophique pour lui. Mais Ouais, là, c'est comme si bah, de toute façon, regarde, Balti, il a bien débattu avec AD, c'était catastrophique aussi. c'est vrai. Il faut être honnête, Le tu vois. contraire, c'est encore pire pour Balti, pour le Oui, coup. oui. C'est vrai que Pour même Mohamed AD Hijab. la bahdel. Même AD la Putain, se bahdel. faire battle par Adélon. Putain, faut vraiment tomber très bas. Parce que pour le coup, lui, il connaît rien à la religion islamique. Il a quand même bahdel. Alors, 8 balles. Attends, je sais pas si vous imaginez. 8 balles. Il lui a tiré 8 balles. Et ensuite, il l'a égorgé. Et ensuite, il a planté 2 coups de couteau dans la poitrine. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Bazaf, bazaf. Et après, Tariq Ramadan, il te dit, vous blessez ma sensibilité. Vous comprenez le contraste? De quoi vous parlez, monsieur Ramadan? Et c'est ça que j'aime pas chez les journalistes. Voilà, ils sont pas assez dans cette dimension du choc. Voilà, du choc corporel face au choc mental. Lequel préférez-vous, monsieur Ramadan? Lequel préférez-vous? D'accord sur le fait que ça a été instrumentalisé. Mais vous ne pouvez pas regarder ce monde en disant les gens ne sont pas blessés. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas pratiquants, des gens qui n'ont rien à voir avec la pratique religieuse. Et j'en ai rencontré énormément qui disent là, ça va trop loin. Et en plus de cela, vous devez aussi entendre des voix qui, de l'Europe, qui des États-Unis, du Canada ou de l'Australie, le monde occidental. Abuja. C'est trop. C'est est-ce que la satire peut être Abuja. Mais il te dit, il y a des gens qui viennent qui te disent que c'est trop. Peut-être qu'ils ont rien, peut-être qu'ils sont en état de sidération. Tu dis, attends, je comprends pas. On a fait un dessin et des gens, ils viennent, manifestation, brûlage de drapeau. Ouais, je peux zef. Pour un dessin, on le fait pas ce dessin. Tu vois, il y a des gens, ils sont choqués. Ils vont dire, ce dessin, on l'oublie, tu vois. Si c'est ça, Non, mais on oublie ce c'est dessin. pas dans ce sens-là qu'il dit ça. Il dit ça dans le sens, en gros, il y a même des blancs qui ont été choqués par le blasphème et par les dessins. Alors que bon, je suis sûr que c'est même pas arrivé, mais bon, c'est juste qu'il n'a pas d'argument, il sort du pathos. Moi, je connais quelqu'un qui connaît la boulangère qui a été choqué de voir que le prophète a été caricaturé. Mais bon, c'est un argument de merde, ça. Oui, après, dans tous les cas, oui, parce qu'on ne sait pas de qui il parle, Ouais, quel voilà. témoignage il a recueilli, c'est vrai, ça C'est aussi. ça. C'est là que tu vois Dans tous les vraiment, il a cas, un cours d'argument, zéro. Putain, c'est nul. respectueuse? Non, le propre de la satire, comme de l'ironie qui est interrogation, comme du sarcasme qui est mis en cause, comme le rire. Il faut bien comprendre que tous les monothéismes ont horreur du rire. Les dictatures aussi, et tous les systèmes totalitaires. Qui vous a dit ça? Horreur du rire. Qui a dit cela? Je dis mon postulat, et vous le contestez, c'est que les monothéismes ont horreur. ça dépend de quel rire on parle, parce que nous, on sait que Jibril, il rigole. On sait aussi que Momo, il rigole. Elle tahak, mec. C'est vrai en plus. On sait que Allah aussi rigole, il montre ses molaires. Allah aussi rigole. Voilà. Vraiment, Allah Donc aussi ce a n'est des pas tout molaires. à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ça dépend. Mais ça dépend. Là, Donc il y a Momo, il y a l'ange, il y il a Allah. rigole, mais c'est pas le même rire que nous, tu vois. C'est pas pour les mêmes raisons. Tout Donc, tu à vois, fait. c'est ça, on tout ça. Pour des raisons très sombres. Très sombres. Du rire, parce que le rire désacralise, questionne. Le rire est Ça dépend de résolument quoi on rit. C'est révolutionnaire. l'objet du rire qui pose Alors, problème, pas le attendez, rire. commençons par l'interdit du rire. Je dis le rire est révolutionnaire et naturellement pour toute autorité, il est du même coup révulsif. Alors nous partons d'une tradition, mais conquise. C'est pas une facilité. Nous avons nos morts et notre histoire. Nous considérons que d'être parvenu. C'est qui, monsieur?
les Occidentaux. Mais non, mais je suis occidental comme vous. Arrêtez de me sortir de ma propre culture, de ma propre civilisation. Monsieur Ramadan, c'est très dangereux ce que vous faites. Vous avez déterminé que l'islam était à l'extérieur de l'Occident. C'est fini, ça, monsieur. Nous sommes occidentaux et musulmans. Vous le reconnaissez, ça? Mais il y a des musulmans ici. Oui, mais alors vous me mettez où? Vous me mettez où? Vous allez me mettre mourir à l'extérieur de l'Occident? Non, je vous mets d'abord dans une double appartenance, monsieur. Très bien. C'est d'abord, et je ne dis pas que vous êtes duplice, je dis que vous êtes duel. C'est pas tout à fait la même chose. Ah. Et c'est double appartenance. Ah, Badila sémantique. Oui, là, il parle français. Là, le Suisse, il parle français. Il parle français. Mais en même temps, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, Rachid, là, ils lui ont ramené un avocat. Il maîtrise la langue, il maîtrise des mots, il n'y a pas de souci, il ne va pas faire d'erreur. Il ne va pas le piéger sur un mot, tu vas me faire du harcèlement sémantique, venir me harceler sur un mot que j'ai dit. Non, 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 je suis très précis dans ce que je dis. Il n'y a pas de souci. Et là, tu vois, M. Ramadan, il ne peut rien dire parce qu'il a essayé de le piéger. Lui, il s'attendait à ce que le mec il glisse sur une peau de banane. Peut-être il va lui dire non, mais l'islam, oui, en dehors de l'Occident et tout. Ah, il a dit non, tu as une double appartenance. Mais, M. Ramadan, vous êtes duel. Ah. Très, très sombre. Oui, oui. Fait de vous un fabuleux passeur, comme on le dit ici et là. Et je serais ravi que vous apportiez dans des lieux où nous n'avons pas accès le message des valeurs que nous défendons. Ou chez vous, les valeurs de... T'as entendu ce qu'il a dit? Oui. Des lieux où nous n'avons pas accès. Et oui, 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 parce qu'il y a des gens qui ont accès à plusieurs territoires, là où d'autres ne peuvent pas. Et ça vaut pour les uns comme pour les autres. Donc, il faut être des ponts, mais des ponts positifs, pas des ponts négatifs. Nous ramener des khurafet, ça on n'accepte pas. Il faut être honnête, tu vois. Non, mais oui, c'est trop, bzdef. Ils nous ont inondés avec des ouvrages. Après, M. Ramadan, il nous dit au début du truc, on n'a pas été habitué. Mais c'est normal, on est inondé de littérature complètement aberrante. Complètement aberrante. Et certains chouines là sont en train de chouiner. Non, mais attends, ils sont en train de chouiner parce que Riyad Salihin n'est pas bon. Ils sont épinglés sur Riyad Salihin. Ils sont sérieux. Et après, il te dit oui, on n'a pas l'habitude. Mais c'est normal, regardez les ouvrages qu'il y a. Après, vous dites on n'est pas habitué, mais je ne comprends pas, moi. Et en fait, moi, c'est tu vois, c'est ça que je reproche aux frères musulmans. C'est cette hypocrisie, finalement. De dire on n'est pas habitué, oui, ok. Après, lorsqu'il y en a, ils ont essayé, par exemple, Mohamed Bajarfi, carte sur table. Voilà, il y a ça dans le patrimoine. C'est comment? Vous voulez continuer à casser votre tête? Mais là, je trouve là où l'avocat, il a oublié de dire un truc, enfin, il n'a pas développé, c'est quand Ramadan, il a dit on n'a pas l'habitude, l'avocat, je pense, il aurait dû lui dire est-ce que pour vous, c'est quelque chose de positif ou pas le fait que les sociétés islamiques, elles rejettent ou elles sont pas ouvertes au blasphème. Et là, on aurait vu la vraie position de Tariq Ramadan, ce qu'il pense. Parce que là, depuis tout à l'heure, il dit juste oui, on est en Occident, donc en gros, on accepte. Mais lui, il aurait dû lui demander dans l'absolu, qu'on soit en terre musulmane ou en terre d'Arab, qu'est-ce que tu penses du fait que le blasphème il soit autorisé? Je pense que c'est ça qu'il aurait dû lui dire. C'est ça, il aurait dû dire dans l'absolu ou dans un cadre général, pas juste dans un cadre particulier qui est celui des musulmans. Ramadan a juste dit oui, nous on n'a pas l'habitude, mais tu penses quoi du fait que vous n'avez pas l'habitude? Pour toi, est-ce que c'est bien? C'est ça. Est-ce que tu acceptes le fait que vous n'ayez pas l'habitude ou est-ce que vous allez, avec nous, lutter pour changer cette habitude, justement? Ou vous allez rester dans le statu quo? Ouais, c'est ça. Attendez pas. Mais ce n'est pas tout à fait exact que nous ne les entendions pas. Nous considérons simplement qu'il y a au centre, consubstantiel à notre démocratie, une valeur majeure. Toutes les autres sont des arcs-boutants. C'est la liberté. Et je comprends 1000 fois que la liberté puisse apparaître comme totalement dérisoire à des civilisations qui valent la nôtre. Il se trouve que pour nous, elle est centrale et cardinale. Tout ce qui la menace. Pourquoi est-ce que vous rendez tout ce qui la menace, terminez tout votre ce phrase. qui la menace nous apparaît l'agression ultime, nous apparaît mortifère et insupportable. Mais monsieur, d'accord, attendez, nous ne la menaçons pas, monsieur. Nous transigerons sur tout, mais pas sur la liberté d'expression. Est-ce que d'autres sociétés... Mec, c'est hard, c'est simple. Nous transigerons sur tout, mais pas sur la liberté d'expression. Yes. Yes. Et là, en vrai, Ramadan, moi, j'aurais été à la place de Ramadan, genre, j'aurais
je l'aurais fait, Berdila. Il n'a pas été bon sur ce coup. Par exemple, moi, j'ai un mec en face, il me dit, je transige surtout à part sur la liberté. Je lui dis, et le droit des enfants. Ah, pardon, j'essaie de le quoi. Là, Ramadan, pour le coup, et c'est là où je pense que les FM, pour le coup, leur faiblesse, c'est qu'ils savent pas aussi s'adapter à l'interlocuteur qu'ils ont Oui, en mais face. après, Ils sont le tellement dans problème. leur Oui, PDF mais mental, tu attends, vois, mais tu oublies un Oui, autre truc, Régulus. Tu oublies un vas-y. autre truc. Là, M. Ramadan, il a quel âge à l'heure du débat? Il a 40 ans. 40. Nous, c'est la jeunesse, mec. Nous, ça va trop Oui, vite. Tu vois ce c'est que je veux vrai, te c'est dire? vrai, c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est pour ça, là, tu vois, par exemple, Lams, il aurait pu lui sortir ça. Von Reich, il aurait pu lui sortir ça. Il n'y a pas de souci. Oui, Tu oui, vois? t'as raison. Merci, t'as raison. C'est vrai, Parce que c'est vrai. il y a ce petit truc générationnel. Et d'ailleurs, Mhm. de toute façon, les mecs, ils comptent sur le renouvellement de la jeunesse. Eux, c'est des dinosaures du passé. Après, bien Oui. sûr, le problème aussi, peut-être des FM, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher le steak. Ils ne veulent pas laisser la place à la jeunesse. Eh oui, il faut être honnête. Farid Abdelkrim l'avait raconté, son histoire. Il te dit, bon voilà, moi j'étais jeune musulman de France et tout, ou EMF, étudiant musulman de France, je sais pas quoi. Il te dit, responsable d'association. Je viens, j'harangue les foules, je fais des discours. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, au sein de l'organisation, je ne suis pas crédible. Pourquoi? J'ai pas l'arabe. Ah, j'ai que le darsa. Ah, Donc j'apprends l'arabe. J'apprends l'arabe, je me donne, je me bute. Il n'y a pas de souci, je révise et tout. Mais Aram me dit, mais c'est pas suffisant. Donc, tu vois, tu vois, il y a ce plafond de verre aussi de certaines personnes et ils veulent pas lâcher le steak, ils veulent le Tu truc que parles des pour eux. musulmans de France, là, les frères musulmans, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, parce que là, par exemple, quand je Et disais, ils l'ont pas dissous. ah, je sais pas, peut-être que depuis avec Darmanin et tout, peut-être qu'ils l'ont dissous. Mais en tout cas, je te ils ont parle dit à l'époque. Attends, ils ont dit sous quoi? Quoi, répète? L'association. L'UOIF, tu sais, l'UOIF, là. Ah, Non, ils n'ont pas non, mais dissous, l'UEF, Rachid. après, Ils sont c'est. Mais encore là. Non, l'UOIF, non, non. ils sont encore là, l'UOIF. En fait, ce qu'ils ont dissous, c'est le CCIF, tu confonds, avec le collectif pour l'islamophobie. Non, ça je Contre sais. Non, l'islamophobie. CCIF, ça je sais, mais je ne savais pas si Ah, l'UOIF. si, excuse-moi. En fait, l'IOF, ils l'ont transformé en faux RIF. T'as raison, le faux RIF. Merci Mais pour non, cette le correction. Forif, c'est le truc de Florence Bergeau-Blacker. Ah non, Non, ça, c'est le mais Serif oh, plutôt. Non, c'est RIF. ils l'ont transformé en musulmans de France. Mais bon, bref, c'est pareil. Mais même en gros, musulmans de France, je ne sais pas s'ils l'ont dissous ou pas. Non, non, il Non, me non, semble le pas, hein. Faux RIF, c'est Non, là, non, mec, non. justement. Le Forum d'Islam de France, c'est justement le premier interlocuteur de l'État, justement, mec. Voilà, au contraire. Ils ont fait Non, non, ils l'ont dernièrement pas dit tout une ça. session avec Rob Rotaillot, mec. Ils ont fait, je sais pas, en février. Donc, non, pas du tout. C'est encore là. Bon, Mais en tout tout ça pour cas, dire. Vas-y, En tout vas-y. cas, non, mais juste pour finir, Ramadan, ce oui. qui est sûr, c'est Oui, que oui. le gros défaut de ces mecs, c'est qu'ils veulent pas lâcher le steak. Et peut-être que la relève, c'est les mecs comme, je sais pas, la Nader et compagnie. Mais même eux, ils sont vieux, ils ont la quarantaine passée, ils sont dépassés. Donc la jeunesse, c'est qui? C'est le mec là que Bassem il a alpagué, là, le archi-frotteur qu'il a dit. Ben, c'est ça la relève. Ouais, c'est bon, tu vois. Enfin, je dis même pas le mec, les FM, mais tu vois ce que je veux te dire. Les mecs dans les réseaux, soi-disant, qui sont censés se montrer, blabla, tu vois ce que je veux te dire. Mais du coup, les FM, ils vont compter sur qui? C'est qui la jeunesse? Moi, je comprends pas. C'est qui, Zama, les influenceurs musulmans jeunes qui ont le punch, tu vois, qui savent parler et qui vont présenter, pouvoir faire des. Je vois pas, sérieusement. C'est Von Reich. Non, Von Reich, il fait des débats avec là. Ah non, c'est pas lui. Je confonds peut-être avec un autre. Avec. Comment il s'appelle l'autre là? Ah, je suis Avec mort. Jésus musulman, là, hors sujet. Non, bref. Oui. Bon, en tout cas, pour revenir sur Ramadan vite fait, donc Ramadan, là, il a raté un coup de maître. Il aurait pu l'achever sur le oui, il n'y a que la liberté d'expression qui est non négociable. Mais il a préféré aller sur autre chose. On va voir ce qu'il va dire. Occidentale, comme la société australienne ou la société britannique, sont des démocraties. Bien sûr. Eh bien, elles considèrent que le positionnement sur cette affaire-là est dangereux et n'aide pas à la démocratie. D'accord. Monsieur. En fait, c'est ça. Ah, par contre, là, c'est un bon point. Et c'est ça le problème de la mentalité. Oui, il y a l'Occident versus l'Orient. Et ça, c'est un truc que les FM, où ils sont très doués dans ça. C'est que quand les FM parlent aux musulmans, ils leur disent, oui, on est un bloc uni. Voilà, on est un bloc uni, on est une Oumma, etc. Ils essaient d'effacer les divergences, justement. Tu vois. Mais quand ils parlent face aux mécréants occidentaux, ils disent, non, vous, les Occidentaux, vous êtes désunis. Parce qu'il y a la mentalité nordique, il y a la mentalité latine, ouest européenne, il y a la mentalité anglo-saxonne. Donc en vrai, vous pensez pas tous pareil.
à... Ouais, là, la duplicité du discours et de la réflexion se trouve ici, en fait. Donc, on offre l'homogénéité à un bloc et on favorise l'hétérogénéité à un autre. C'est ça la fourberie, en fait, du discours de Ramadan. Parce qu'en vérité, bah, on va dire, les deux blocs sont homogènes sur certains points et sont hétérogènes sur d'autres. Voilà, tout simplement, pour être dans l'exactitude historique, géopolitique, tout simplement. Est-ce que vous me permettez de dire... Mais est-ce qu'il n'y a pas un raisonnement politique quand même là derrière Karim Kamano? Il y a des intérêts aussi. Vous savez bien que ces démocraties réagissent par intérêt. Alors, est-ce que finalement, on distingue deux choses? Tout est affaire d'intérêt, il y a des sensibilités. Ce que vous dites est juste. Je pense simplement qu'il faut distinguer les paroles des politiques, des paroles des autorités morales et des intellectuels. Je parle des intellectuels. Alors, des intellectuels. Bon, alors commençons par exclure les politiques du débat. Leur propos est souillé par l'intérêt, la prudence ou la lâcheté. Parlons des intellectuels, c'est-à-dire la race des seigneurs, si vous voulez bien, puisque vous en êtes un. Alors, pour les intellectuels, bien sûr, nous allons vers un type de nuance. Mais je dis simplement que... Et pour tous les citoyens. Oui, parce que ce que nous aurons pensé, monsieur, ce que nous aurons permis aux autres d'apprendre, pardonnez-moi ce nous qui paraît vaniteux, ce que les intellectuels auront permis aux autres d'apprendre sera infiniment heureux. Commençons par tomber d'accord. Et que nos accords tombent en pluie d'or sur les citoyens du monde entier sans aucun doute. D'accord. Attendez, on ne va pas épuiser la querelle théologique ici, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on s'explique et qu'on explique à ceux qui nous écoutent, c'est au fond cette affaire de représentation du divin. Alors Jacques Wartenburg, vous êtes un fin lettré, un expert, si j'ose dire, en religion musulmane. Expliquez-nous brièvement en pourquoi, dans la tradition musulmane, dans la tradition et dans les textes, il est interdit de représenter la figure divine. C'est pas si idiot. C'est pas si idiot. Dans la Méditerranée, dans le monde de la Méditerranée, le Proche-Orient, il y avait des images de femmes, des hommes, des animaux, etc., etc. Et dans ce monde des images, il y a eu des appels qu'il ne fallait pas diviniser les images. Ce sont des puritains religieux. Ça se trouvait dans Palestine, l'ancienne, chez les Israélites. Mais ce qui nous intéresse, c'est chez les musulmans. Donc, en Arabie, il y a eu un appel de Mohammed en tant que prophète qu'il n'y a pas de divinité que Dieu et que ce Dieu est au-delà de ce qui peut être représenté. C'est la base. Puis, deuxième chose qui est élémentaire, c'est que ce Dieu-là a créé le monde. Donc, les choses dans le monde, les êtres, les animaux, les hommes, les femmes, ne sont pas des entités qui se sont créées eux-mêmes ou elles-mêmes, mais ce sont toujours des créatures de cette divinité. Je crois qu'il y a un autre élément très important dans cette conception du monde, parce que le monde, s'il y a un Dieu qui est invisible et qui est au-delà, le monde est laïcisé. Ça devient un monde d'objets, d'êtres et de choses qui peuvent être étudiées. Alors, ce qui est peut-être le plus important, c'est que dans ce monde où il y a un Dieu, disons, transcendant, les êtres humains sont dans des rapports beaucoup plus proches les uns des autres parce qu'il n'y a pas des images entre eux. D'accord, d'accord. Alors, pas d'idole, on l'a bien compris, c'est bien l'idée qu'il n'y a pas d'idole et qu'il y a une impossibilité de représenter. Hafid Ouardiri, bonsoir. Alors vous, malgré l'explication qu'on vous donne, qui est historique d'une certaine façon et qui est une explication théologique, vous ne décolérez pas contre la représentation du divin telle qu'elle a été faite dans ces caricatures. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose d'important, même si ça ne plaît pas à notre ami Maître Bonan. Les politiques suisses ont eu une attitude à l'égard de la communauté musulmane ici en Suisse et à l'égard du monde musulman, une attitude respectable et nous tenons à les en remercier. Maintenant, pour aller plus loin, oui, en effet, la base même de la foi dans l'islam est hors tout ce qui peut être représenté puisque Dieu a un de ses attributs qui est l'invisible. Donc il serait très difficile pour d'aucuns d'entre nous de le représenter de quelque manière que ce soit. Et il est incomparable. Donc il y a des éléments dans notre foi qui nous
disent comment est-ce qu'on doit percevoir Dieu. Donc nous percevons Dieu hors de toute image. Vous voyez les gars, là ils sont en train de faire quoi? Là ils sont en train d'avoir une discussion théologique, on est d'accord. C'est pour ça quand des fils de pute viennent, ils nous disent oui les frères, nous on s'en fout, faut parler politique, faut parler juridique, faut pas parler théologie, c'est de la perte de temps. C'est comme si on disait est-ce que Superman est plus fort que Batman ou que sais-je. C'est là où vous comprenez que c'est des débiles. Voilà. Donc en Suisse, émission suisse, déjà en 2007, 2006, on faisait lors de discussions donc de société, de débats de société, donc là où il y a une dimension politique, géopolitique, historique, juridique, aussi des échanges théologiques. Oui ou non? Donc ça prouve que l'échange théologique a sa place dans le débat, est légitime dans le débat. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu as des connards qui disent non, mais on perd du temps à parler du théologique et tout, j'ai envie de vous dire, vous êtes stupides, vous êtes idiots, vous êtes des imbéciles. Voilà. Ah bon, je pensais que vous alliez réagir par rapport à ça. C'est pas grave. Allez, on Non, mais, continue. non, mais enfin, ce qui te répondrait s'ils étaient là, c'est que, en tout cas, sur la séquence là qu'on vient de voir, c'est de la théologie, mais surtout de l'historiographie, parce qu'ils reviennent aux sources de pourquoi, du comment, c'est pas bien de caricaturer en islam. Donc, Oui, mais c'est ça la théologie, c'est de comprendre ouais, mais c'est pas dans le sens. la manière dont les musulmans conçoivent Allah. Tu vois ça, Ouais. la théologie, c'est quoi? C'est connaître Dieu. C'est ça que ça veut dire, théos, logos. Et c'est pour ça que je dis ça. Après, oui, il y a une dimension historique dans tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette ferveur fanatique derrière le fait que on caricature le prophète ou Allah? C'est parce que justement, on s'interdit déjà de dessiner les êtres vivants. Ensuite, il y a une sacralité autour de Mohammed. Et ensuite, il y a la notion de blasphème qui est très très élevée quand ça concerne tout ce qui entoure Dieu, Allah lui-même. Voilà, et ça vient, c'est hérité des Juifs, il l'a bien précisé. Bon, on continue. De toute représentation. Et ce qui est important aussi. Mais pourquoi faudrait-il que tout le monde perçoive les choses comme vous? Mais voilà, je reviens encore sur la même explication que donnait M. Tariq Ramadan. Le fait de respecter l'islam, ça n'est pas d'acquiescer ses revendications ou son dogme. La question là, c'est de respecter le sacré chez tout le monde, sans pour autant acquiescer ses revendications ou son dogme. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas que les gens respectent les dogmes de l'islam. Mais respecter, c'est donc ne pas publier, par exemple pour les dessins. Donc c'est censuré. C'est censuré. Respecter, ce n'est pas publier. C'est censuré. Ah, déjà. C'est le souhait effectivement, oui. C'est le souhait du musulman. Effectivement. Donc... Mais en fait, le problème, tu as vu, dans son discours, le mec, il est grave ambigu. Parce qu'il te dit, nous, on ne demande pas à ce que les gens respectent le dogme de l'islam. Mais il te dit, dans le dogme, ben, nous, on n'est pas censé représenter Dieu, blablabla. Donc, du coup, si on ne le fait pas, ben, on respecte ton dogme. Tu vois ce que je veux te dire? Mais lui, en fait, il te dit, oui, mais non, mais en fait, le dogme, c'est aussi croire en Allah, croire en truc. Oui, mais il y a parmi un des dogmes, alors que moi, je ne suis pas du tout croyant, pas du tout adhérent à ta doctrine, rien à voir, hors sujet. Je me dis, mais il faut que tu respectes ce dogme. Mais pourquoi? Parce que nous, on le respecte. OK? Tu vois, c'est un délire, en fait. Les mecs, ils te disent il faut respecter ce dogme en particulier. Mais pourquoi en fait, la question, pourquoi celui-là en particulier, en fait? Je vois ce que tu veux dire, oui, tu as raison. Donc c'est censuré. Oui, un instant. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter dans le langage. Pour nous, ce qui est important, c'est que celui avec qui on vit et qu'on respecte aussi les valeurs intimes qui font de nous ce que nous sommes. C'est attends, je vais juste répéter. Écoutez bien la phrase, mec. Écoutez bien la phrase. Et que celui avec qui on vit et qu'on respecte aussi les valeurs intimes qui font de nous ce que nous sommes. Je répète une troisième fois, vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire? Il faut que la personne qu'on respecte, pas nous respecte les valeurs intimes qui font nous ce que... C'est de la folie, je suis pas obligé de respecter tes valeurs intimes. Non, mais je crois que même lui, il comprend pas ce qu'il raconte, hein. Honnêtement. Même lui, il s'est lancé dans une salade niçoise et il comprend même pas ce qu'il est en train de raconter, vraiment. Voilà, mais voilà, monsieur, vous êtes à la télé, s'il vous plaît. Quand vous dites quelque chose, réfléchissez à 10 fois avant de
l'énoncé. C'est de la folie quand même de dire: «Je veux que la personne respecte les valeurs». Mais je suis pas obligé de respecter toutes tes valeurs intimes. Des valeurs intimes. En fait, plus il rajoute des Intime, mots, intime en plus, mec, intime, c'est même pas des valeurs en fait, comme ça explicites. en fait, Oui. plus il rajoute des mots, plus il a l'impression que son truc, il va vouloir dire quelque chose. Donc, tu vois, il dit les valeurs intimes de notre conscience collective et spirituelle qui fait que, tu vois, il est en train de broder parce qu'il sait que sur le fond, il dit de la merde, mais il se dit, allez, sur un malentendu, peut-être je vais arriver à endormir les téléspectateurs. Oh là là, mais c'est pas que nous, on peut appuyer sur pause et réécouter. C'est ça la différence. Aïe, aïe, aïe. L'idée, on peut la discuter, mais quand on ne croit pas en cette idée, on peut en discuter. Mais dès le moment où cette idée, elle imbibe l'être, à ce moment-là, on prend des précautions pour savoir que cette idée est devenue l'être lui-même. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le musulman demande à ce que... raconté, Khaïd. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On peut discuter d'une idée du moment qu'elle n'est pas imbibée. Ah là, c'est trop, c'est trop. Juste, tu peux la repasser parce que c'était un délire. Hein. Les autres, incroyable. Discuter. Mais quand on ne croit pas en cette idée, on peut en discuter. Mais dès le moment où cette idée, elle imbibe l'être, à ce moment-là, on prend des précautions pour savoir que cette idée est devenue l'être lui-même. Et c'est la raison pour laquelle... C'est de la folie, mec. Il te dit l'idée, elle a imbibé l'être à tel point que c'est devenu l'être lui-même. Mais c'est de la folie. Mais c'est un truc de fou ce qu'il dit. En gros, il est en train de dire que en fait, je sais pas, est-ce qu'il s'est imbibé? Moi, je sais pas, de tous ces textes. Après, tu me dis, ces textes, je les attaque, je t'attaque, mais c'est un truc de ouf quand même, c'est pas possible. Oui, oui, c'est pas normal là, pour le coup. Putain. Quel aujourd'hui le musulman, eh bien, demande à ce que les autres, qui ne sont pas soumis ou obligés à croire l'islam, à respecter cet islam et que l'on puisse discuter de ce qui peut nous déranger dans un dialogue serein, respectable. Oh, le dialogue serein, vous n'avez pas commencé par le dialogue serein, monsieur Wargueret. Oui, ce que j'aimerais dire. Ces caricatures provocantes, vulgaires, insultantes, obscènes. Oui, absolument, absolument. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je puisse dire que ces choses-là m'ont touché, parce que je les considère comme vulgaires, comme insultantes, pour ce qui, pour moi, est un modèle qui me dépasse de très loin. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Voyez-vous, monsieur, l'avantage du monde laïque que je préconise et que je défends, c'est que l'opinion que vous exprimez, vous pouvez l'exprimer totalement librement. Et que vous pourriez même être plus démesuré dans votre critique de ce qui est fait, vous pourriez être haineux, ce que vous n'êtes d'aucune manière, et vous pourriez l'être sans que rien ne vous arrive. Monsieur Ramadan, pour qui il faut avoir toute l'estime du monde, a tenu sur des plateaux de télévision des propos qui ont offensé au plus profond beaucoup d'entre nous. Et je vous assure... Non, c'est ce qu'on en a fait et ce qu'on en a dit. Mais attendez, laissez-moi finir. Parce que ce que je vais vous expliquer... Cette petite allusion en petit dérapage, elle n'est pas digne d'un débat intellectuel. Reprenez-la, s'il vous plaît. Ah, Bouija, vous avez dit il n'a pas aimé lorsqu'on lui a dit imam du gosier. Il n'a pas aimé lorsqu'on a ramené des éléments extérieurs. Contrairement à Bono, on l'a chata. Oui, je dis ce que je veux, tu vas rien me dire. Oui, c'est un statut juridique, donc accepte et tais-toi. Allez, stop. Voilà, voilà. Nous, on s'excuse pas, mais on assume chaque mot et on le défendra jusqu'à la mort. Voilà. On revient pas sur notre parole. Plateau de télévision, par rapport au fameux problème douloureux de la lapidation des femmes, vous avez parlé de ce moratoire. Je ne veux pas refaire ici le débat. Je dis simplement que l'on vous ait compris ou pas compris, beaucoup d'entre nous dans le monde occidental ont été, peut-être parce qu'ils ne nous ont pas compris, effroyablement touchés et bouleversés par ça. Mais il vous était permis de le dire. Et je vais vous dire, monsieur. Mais il n'y a rien de. Attendez. J'ai dit sur le plateau de télévision, cher monsieur. De dire des choses qui nous choquent au plus profond. J'ai dit sur le plateau de télévision que je m'opposais à la lapidation. Personne ne vous a censuré en somme. Mais vous voulez me censurer pour dire que je suis contre l'application de cela. J'ai dit que je l'avais condamné au Nigeria, en Arabie Saoudite. De votre existence. Je dirais que. Non, mais la façon de vous le présenter donne à entendre. Ressemblerait à l'enfer. Parce qu'il n'y aurait pas. Mais il te dit, je suis contre l'application. Oui, mais est-ce que tu es contre le principe? C'est ça la question, tu vois. Oui, je comprends pas pourquoi Marc Bonan, là, tu vois, Rachid, tu as raison, il aurait dû lui poser une question qui le mette en difficulté, tout simplement. Parce que, vas-y, Rachid. Contre l'application, déjà, c'est très grave.
Bah oui, oui, on est d'accord. Il est déjà dans la Zandaqa ou dans la Taqiyya. Mais pour Non, encore non, non, mieux là, c'est de la le. mécréance. Je suis désolé, tu t'opposes Oui, à ce que oui, oui, Allah c'est du a. kufr akbar. C'est du kufr akbar, je suis Bah d'accord. oui. Parce que là, il rejette un had. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour encore plus confirmer la chose, parce qu'on peut toujours, tu sais, en islam, il y a toujours le don, le bon soupçon, tu vois, le don al-husn. Tu vois, en gros, on se dit, oui, peut-être que il était en dar al-kufr. Tu vois, il y a toujours moyen. Mais il y a des choses non négociables après. Parce que si il remet en question les usul, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux toujours regarde, Rachid, toi, t'as pas écouté le débat qu'a fait Ramadan avec Amir Aposta. Après, je vais essayer de retrouver le lien, je t'enverrai et tu J'ai vu un l'écouteras et tu extrait, verras. c'est sur TikTok, non? Ouais. Et Je à un crois que moment j'ai dû donné, voir tu 5 vois. minutes, un truc comme ça. Ah ben, t'aurais dû tout voir, c'était intéressant, regarde. Parce qu'à un moment, Tariq Ramadan, il dit quoi à Amir? Il dit, moi, parce qu'Amir lui sort le consensus. Il dit, vous savez, vous êtes dépassé. Amir, il là, tu vois, il dit quoi? Il dit, parce que moi, je m'intéresse plus au consensus. Ça, c'est bon, ça c'était avant. Moi, je m'intéresse aux divergences. Ah, tu vois pourquoi? Mais bon, après, les gens, ils vont se dire, mais pourquoi ils s'intéressent aux divergences? Ça n'a pas de sens. Oui, parce que la hila, mec, la fourberie de la jurisprudence islamique, elle se trouve pas dans le consensus. Elle se trouve dans les divergences. Genre, les divergences permettent d'esquiver, passer d'un avis à un autre, d'une école à une autre, d'une situation à une autre. En gros, de pouvoir agir en n'importe quel contexte. Donc, c'est ça qui fait que, au final, l'application diverge. Mais, écoute bien, hein, le asl, donc le principe, le fondement, diverge pas. Tu peux pas faire diverger le Coran, tu peux pas faire diverger le hadith. Le hadith, il est là, il est là. Le verset, il est là, il est là. C'est un fondement. Et c'est pour ça que, comme a dit Ruhen, le coincer sur les fondements, c'est lui donner vraiment là pour le coup aucune échappatoire. Tu vois? Bon, après, Marc Bonan, il ne connaît pas les subtilités de la jurisprudence islamique, il n'est pas spécialiste dans le droit islamique. Mais, mais il aurait quand même pu, par principe rhétorique, de dire, OK, l'application et l'esprit de la loi et le principe qui fait que. Il aurait pu, mais bon, je pense qu'il ne s'était pas assez entraîné. Monsieur, la façon dont vous le dites donne à penser que je le promeux. Monsieur, ce qui est, de ce point de vue-là, pas de probité intellectuelle sur ce plan-là. Je vais vous dire simplement que, quoi que vous disiez, et à supposer que cela nous paraisse choquant, vous ou quelqu'un d'autre, nous sommes quelques-uns, et moi le premier, si vous vouliez de moi, servi par l'ordre alphabétique, à être prêt à vous défendre pour que vous puissiez, dans vos propos, aller jusqu'à nier ce à quoi nous tenons. Ça, c'est la vision voltairienne de la liberté. Non, la vision voltairienne de la liberté est le fait de l'ironie. Tout ceci, nous ne sommes pas en train de le mettre en cause. Je suis en train de vous dire une chose. Sur le plan légal, il y a même... Écoutez, sur le plan légal, il y a des limites à la liberté d'expression. Mais écoutez, je pourrais maintenant... C'est la loi. C'est la loi. Donc, c'est la loi. C'est la loi. Et moi, je dis, on n'a pas besoin d'ajouter de la loi et on ne veut pas plus de censure. Simplement, aujourd'hui, vous avez une approche qui est une approche vraiment binaire et carré du fait de vivre ensemble, et je crois que ça n'est pas sage. Je crois que ce que vous êtes en train de dire peut nous mener dans l'application concrète de cela, dire j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de vous insulter, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de vous heurter, c'est pas notre avenir, c'est pas comme ça que nous allons vivre ensemble, et je crois que c'est fondamental. J'aimerais vous dire une chose, quand vous avez parlé de censure, je veux dire, une fois que les caricatures sont là et qu'on sait que c'est de la provocation, ce que j'ai dit aux musulmans au Danemark, c'est dites que ça vous blesse et passez votre chemin parce que c'est exactement ce qu'on veut. Mais alors, attendez, passez votre chemin. Mais attendez, parce qu'il y a un autre élément que vous avez dit. Mais avant qu'on le fasse, n'utilisez pas le terme censure. Avant qu'on le fasse, dites simplement le sens. Ouais. Il faut passer le chemin. Lorsque certains se moquent des versets d'Allah, il faut quitter la suite. Oui, évidemment. En fait, pour ceux qui ne savent pas, dans le Coran, il y a un verset qui parle de gens qui se moquaient des versets d'Allah, bien sûr, donc des versets coraniques. Et du coup, Allah, il prodiguait ou il ordonnait justement de s'éloigner des gens qui se moquent, jusqu'à ce qu'ils changent voilà, de sujet. Voilà. Donc, quelque part, on est dans la vision ramadanesque. Voilà. On va pas vous côtoyer si vous vous moquez. On va pas vous côtoyer.
civique qui consiste à utiliser sa liberté d'expression de façon raisonnable et responsable. Alors on va voir avec vous, Alex. C'est simple ça, les mecs, de dire que genre par exemple nous, ce qu'on fait, Ramadan, il nous dirait vous n'êtes pas raisonnable, mais vous n'êtes pas responsable. Vous utilisez votre liberté d'expression de manière irresponsable et irraisonnable. Parce que vous me heurtez. Et vous heurtez la sensibilité de millions de croyants en France. C'est ça le discours qui nous enverrait, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la rhétorique ramadanesque. C'est de dire que si vous voulez qu'on vive ensemble, vous ne devez pas heurter nos sentiments. Voilà. Et il va se baser sur un exemple de la vraie vie. Il va dire dans la vraie vie, ton pote, tu vas pas le heurter. Ou je sais pas moi, ton collègue, tu vas pas le heurter. Donc de la même manière. Oui, mais nous, de la même manière, on va lui dire, ton pote, s'il mange, tu vas pas t'en prendre à lui. Mais là, pendant le Ramadan, il y a des gens qui s'en prennent à nous. Parce que même pour ça, il faut qu'on respecte aussi, qu'on mange pas devant vous. Ah, mais là, c'est trop, en fait, ça va s'arrêter où? Ça commence où, ça s'arrête où? On comprend pas. Tout. Exactement. Alexandre Balamant, bonsoir. Ce que c'est que l'utilisation civique de sa liberté d'expression. Alors vous êtes dessinateur au Journal de la Liberté, vous avez publié il y a un peu plus d'un an un dessin qui a fait beaucoup parler, de lui, qu'on va voir à l'instant. C'est au fond le prophète qui sépare les eaux, parce que vous faisiez allusion à une piscine qui avait été louée à la communauté musulmane et qui voulait séparer les hommes. Mais vous êtes trompé, il s'agissait de Moïse, là. On se trompe de prophète. Les hommes des femmes. Mais il y a de fortes analogies, de fortes identités dans le prophète. Ah oui, non, c'est la même tradition. Au fond, à l'époque, qu'est-ce que vous aviez à l'esprit quand vous avez fait ce dessin? Qu'est-ce que vous avez imaginé d'abord les conséquences que ça aurait? Non, bien sûr que non, absolument pas. Pour répondre à Monsieur Tariq Ramadan, effectivement, c'est un transfert entre les deux prophètes. C'est le gag qui est dans le dessin. Voilà. Quelles ont été les réactions à la suite de ce dessin? Une avalanche de mails est arrivée à la rédaction, des lettres. Évidemment, moi, je m'attendais pas à toutes ces réactions, parce que quand je dessine le prophète Mahomet, je le dessine comme je dessinerais Moïse, comme je dessinerais Jésus, comme je dessine Dieu, comme je dessine le pape dans mes dessins. Je le prends comme personnage central du dessin. Il est là pour figurer l'islam, pour symboliser la religion. Le travail du dessinateur est fait de code. Donc j'utilise toute une galerie de personnages. Ici, c'était le prophète Mahomet. Je l'ai utilisé. Je me suis documenté. J'ai pris modèle sur des enluminures que j'ai trouvé sur des sites internet, web arabique, des choses comme ça. Et je l'ai représenté de façon... Est-ce qu'aujourd'hui vous le referiez? Vous referiez la même chose? Si je referais le dessin la même chose aujourd'hui? Sachant ce que ça provoque. Est-ce que vous feriez un dessin du prophète? Aujourd'hui, je peux vous répondre que non, je le ferai pas. Aujourd'hui, pas. Parce que, évidemment, moi, je travaille pas dans ma bulle, hein. Le dessinateur de presse, c'est comme les journalistes, je m'imprègne de l'actualité, de ce qui se passe autour de nous. Je suis obligé d'en tenir compte dans mes dessins. Je peux pas provoquer pour provoquer. Est-ce que c'est de l'autocensure, alors? Est-ce que vous vous autocensurez maintenant? Bien sûr. Bien sûr, le premier outil du dessinateur de presse, à mon avis, c'est l'autocensure. Tout ça est mis dans un cadre de la liberté de presse, liberté d'expression. Ah, c'est sombre ça. Le premier outil du dessinateur de presse, c'est l'autocensure. Voilà. Et ça, c'est un mec qui dessine en Suisse. C'est pas un mec qui dessine en Arabie Saoudite. Faut comprendre en fait la berdine généralisée de la liberté d'expression en Europe. Et ça, en fait, le problème, c'est que il y a un paradigme qui est trop flou, qui est trop ambigu. Même la notion de vivre ensemble, elle veut rien dire. Je suis désolé, moi, j'ai jamais compris ce concept de vivre ensemble. C'est-à-dire que il y a là, on se respecte, on respecte la loi, mais vivre ensemble, c'est un état de fait, en fait. Soit on arrive à vivre ensemble et c'est très bien, soit on n'arrive pas et c'est très mal. Genre, c'est pas un concept philosophique extraordinaire, révolutionnaire en vérité. Il faut pas non plus en faire une sorte de culte, le vivre ensemble, ok? C'est un but à rechercher, évidemment, dans n'importe quelle société, pas qu'en Europe ou qu'en Occident, mais ce vivre ensemble-là, par exemple, les musulmans te diraient, je suis d'accord pour vivre avec toi, mais
faut être soit dhimmi, soit musulman. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, les États-Unis te diraient: «Il y a pas de souci à vivre ensemble, mais tu dois respecter USA, drapeau américain, les valeurs américaines». Voilà, sinon on va pas vivre ensemble. On va pas vivre ensemble. Donc c'est ça le problème, c'est que vivre ensemble, mais à quel prix? Ou pour, quelle chose que tu es prêt à mettre sur la table? Voilà, sous quel sacrifice? C'est ça le vrai débat derrière. Et lui, il te dit: «Je m'auto-censure». C'est important. Je peux pas tout dessiner. Je peux pas dessiner n'importe quoi. Je suis obligé de tenir compte des lecteurs pour qui je dessine. Voilà. Et quand je dessine le prophète, est-ce que c'est du respect? Est-ce que c'est du respect ou c'est de la peur? Si je leur dessine pas aujourd'hui. Oui. Non, c'est du. Mais c'est tout. C'est un peu mêlé. J'ai dit, quand il réfléchit, ça se voit, il fait attention à ce qu'il va dire parce qu'il a peur déjà. Ah, il est en angoisse. Il connaît la réponse. Il est en angoisse. Je te jure, attends, reviens 20 secondes en arrière. Je te jure, avant de répondre, tu sens la peur. Le mec, le journaliste, il lui dit: est-ce que vous avez peur ou pas? Déjà, rien qu'à son hésitation, j'ai aussi une. Attends, je reviens en arrière. Que c'est du respect ou c'est de la peur? Si je leur dessine pas aujourd'hui. Oui. Déjà, tu vas y redemander. Non, c'est du. Mais c'est tout. C'est un peu mêlé. J'ai aussi une sensibilité. Tu vois, Miskin, il n'ose pas dire le fond de sa pensée. Yes, oui, il n'est pas bien. Il est pas bien. Il est en sueur. Le pauvre, il veut se soulager, il veut vider son sac, mais il peut pas. Et après, tu as des gens qui nous disent: les frères, montrez-vous. Vous êtes des lâches si vous ne vous montrez pas. Voilà, vous êtes des lâches. Alors que le frère, là, il est dans l'émission en sueur. Il est en sueur. Voilà. Il est en sueur. Bien. On voit sa transpiration carrément. Il est en angoisse. Et après, on vient nous dire: oui, les frères, vous servez la cause des terreaux. Mais est-ce que ce mec-là, du coup, il sert la cause des terroristes en passant pour un peureux en pleine émission télé? C'est ça le problème, en fait. C'est qu'à partir du moment où un mec a peur ou éprouve voilà, du malaise ou de la méfiance, est-ce qu'à partir de ce moment-là, il est en train de justifier le narratif des terroristes? Parce que les terroristes, ils vont parce que les autres connards qui nous disent que vous avez peur, ils vont nous dire: oui, mais les terroristes, eux, veulent que vous ayez peur. Donc, en leur montrant que vous avez peur, ben, vous validez du coup leur discours et vous validez leur méthode. Mais non, espèce de fils de pute. On s'en fout que selon eux, on valide ou pas. L'état de fait, c'est que le risque est là. Et on ne va pas agir en dehors du risque. Nous ne sommes pas des débiles mentaux. Voilà, ou des attardés. Je suis pas là en train de faire mes dessins et tout. Je suis une éponge. Les critiques me nourrissent, les encouragements me nourrissent. C'est comme ça que je progresse dans mon métier. C'est comme ça que je progresse dans la vie. Je suis obligé de tenir compte de tout ça, évidemment. Vous instillez l'autocensure. Non, vous avez vu comme vous avez réduit le propos. Vous venez de réduire le propos. Non, il a dit le travail du dessinateur, c'est toujours de penser à comment va être reçu le dessin, à la sensibilité ambiante. C'est toujours ça. Oui, et il se trouve que là, vous avez une nouvelle sensibilité dans votre société. Mais là, lui aussi, il réduit le propos parce que c'est pas, il n'y a pas que ça qu'il dit. Il te dit oui, il y a ça, mais il y a aussi j'ai peur. Donc toi aussi, tu es dans la réduction. Mais c'est de la folie. Pourquoi autant de malhonnêteté intellectuelle? Je ne comprends pas, les frères. C'est insupportable. Et tu vois, c'est ça qu'ils auraient dû répondre. Vous aussi, vous réduisez sa parole. C'est pas acceptable, c'est pas sérieux. C'est pas possible. C'est insupportable. Qui ajoute à cela, mais elle n'a pas créé quelque... Non, attendez, elle n'a pas créé quelque... qui a été dit. Non, il y a 2 temps. Il fut un temps où ce jeune dessinateur a dessiné Mahomet. Non. La question était dit, le referiez-vous aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, il ne le referait pas. Ça veut dire que les censeurs ont déjà... Écoutez, vous n'avez pas entendu tout ce qu'il a dit. Il vient de dire, et j'aimerais que vous le répétiez, le cas échéant, vous avez dit que votre travail... Berdila, oui, il y a eu 2 temps. Il y a eu le temps 1, il a fait le dessin, il pensait que c'était OK. Temps 2, est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Non, j'ai peur, monsieur. Je ne le referai pas. Je tiens compte. Il te dit, je suis pas fou. J'ai vu le réel, j'ai vu les images, j'ai vu les manifestations, j'ai vu les drapeaux brûlés. Je ne suis pas fou. Voilà, donc c'est tout, mec. Les gens, ils te disent oui. On n'est pas aux théoristes, les frères. Arrêtez de nous faire chier. Arrêtez de nous faire chier. Parce qu'il y a le monde du réel.
C'est de la folie, Khaï. Oui, c'est Et n'importe d'ailleurs, quoi. c'est ce qu'il a dit, Marc Bono, au début du débat. Il a dit, voilà, on va pas parler comme ça dans le vent, il faut regarder la réalité en face et évacuer la réalité, puis et ne pas nommer les choses, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, stop. Oui. De toute façon, avec ou sans cette affaire-là, c'est toujours un travail d'autocensure. S'il n'y avait pas les hurlements des foules haineuses, s'il n'y avait pas des morts, s'il n'y avait pas des otages pris, est-ce que vous seriez libre de redessiner Mahomet aujourd'hui? Assurément. Mais je suis toujours libre de le dessiner. Vous, quand il y a une représentation de ce genre... La manière de faire est méprisante parce que vous ne permettez pas à cette personne d'évoluer par rapport aux événements, non pas dans le sens de la peur, mais de son évolution personnelle, comprendre les choses. Ah, mais lui, qu'est-ce qui me fait chier, putain, Elite. Il m'utilise de l'histoire. En fait, il essaye de nous faire croire que quelqu'un va renoncer à blasphémer, pas parce qu'il a peur, mais par cheminement, je sais pas quoi, mais arrête de te mentir à toi-même. C'est merdique. Merdique. C'est aussi important. Monsieur l'imam, si je comprends bien. Je ne suis pas imam, je suis simplement un musulman. Oui, mais il t'a trollé justement, parce que t'agis comme un putain d'imam. C'est ça ton problème. Arrête de te prendre pour un spécialiste de l'islam. Arrête. Qui vous parle. C'est déjà très bien, monsieur, c'est déjà très bien. Mais quand vous dites que je l'empêche... Vous faites beaucoup dans l'étiquette. Hein, parce que vous... Non, mais je pensais vous donner un titre. Ah, mais c'est de la folie, mec. Le monde musulman, c'est le premier monde où on te fait des étiquettes. Oui, shir, oustad, alim, imam. Et là, mec, il a voulu être gentil, il lui donnait un titre. Il dit, vous faites dans l'étiquette, c'est de la folie. Toujours une manière à remettre en question les intentions de l'autre. Toujours remettre en question l'intention de ton interlocuteur. En fait, très bien. Je m'adresse à vous comme au plus humble des musulmans. Quand vous dites qu'il est en train de faire du progrès. Il est fort, l'avocat, quand même. Franchement, en fait, c'est ça qui est bien avec les avocats. Ils savent toujours rebondir. Donc, tu peux pas la faire à l'envers, quand même. Tu feras pas ça. Comment est-ce que ce progrès se définit? Il vient vers l'acceptation de règles qui ne sont pas les nôtres dans une situation. Vous définissez le progrès comme l'adhésion. Non, monsieur, j'ai été pétri dans les écoles judéo-chrétiennes et à ma manière aussi, j'ai appris à comprendre et à connaître ce monde-là et à faire en sorte qu'il ait une harmonie entre ce que je suis en ce qui concerne mon identité spirituelle et le monde dans lequel je vis. Je fonctionne dans un rapport naturel de respect à l'autre. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que je ressens chez ceux qui défendent la liberté d'expression le fait qu'ils ne défendent pas la liberté d'expression. C'est une sorte de dictature intellectuelle. C'est une manière un petit peu à faire avancer l'athéisme matérialiste contre tout ce qui peut être une sensibilité spirituelle. Mais est-ce que vous respectez ceux qui ne respectent pas Dieu? Voilà. Non, mais je les respecte dans la mesure où ils ouvrent avec moi le dialogue, mais qu'ils ne m'insultent pas. Voulez-vous, si vous permettez, monsieur, 2 minutes de dialogue avec vous sur le respect? Je ne crois pas un seul instant au respect. Non pas parce que c'est un mot creux, mais parce que c'est un mot trop plein. Chacun y déverse ses propres exigences. Alors, faut-il respecter l'idée que l'on combat? Faut-il respecter l'idée qui vous fait mourir? Faut-il respecter l'adversaire? Faut-il respecter l'ennemi? Jusqu'où faut-il respecter? Mais monsieur, mais c'est absolument incroyable. Je veux dire, on vous parle de respect et vous partez sur le respect des idées. On est en train de vous dire une chose. Vous vivez avec des citoyens qui défendent la liberté d'expression comme vous, qui sont dans l'état de droit. Et ils vous disent qu'il y a des choses dans mon intimité qui me... Remets 2 secondes parce qu'il a dit un truc. J'ai bugué dans ma tête, c'est pas possible. L'idée qui vous fait mourir. Faut-il respecter l'adversaire? Faut-il respecter l'ennemi? Jusqu'où faut-il respecter? Mais monsieur, mais c'est absolument incroyable. Je veux dire, on vous parle de respect et vous partez sur le respect des idées. On est en train de vous dire une chose. Vous vivez avec des citoyens qui défendent la liberté d'expression comme vous, qui sont dans l'état de droit. Et ils vous disent... on parle de respect et vous parlez du respect des idées. Mais il parlait de quel respect? Toi aussi, tu parles du respect des idées. Le respect de la croyance, je comprends pas. Mais c'est ça. En fait, depuis le début de l'émission, lui et l'imam, ils sont en train de nous dire, voilà, quand vous insultez une idée et que la personne elle est imbibée de ses idées, bah, c'est comme si vous insultiez la personne. Et là, quand ça les arrange, ils disent, non, mais attends, là, on est en train de parler de la critique des idées, pourquoi tu vas sur les personnes? Donc ils sont dans le confucianisme idéologique, en fait. Ils jouent sur les deux tableaux, comme je disais tout à l'heure, la duplicité du discours.
Il y a des choses dans mon intimité qui me blessent. Est-ce que vous pouvez respecter ça sans me parler de respecter les idées? Non, mais je m'en bats les couilles de ce qui te blesse dans ton intimité, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Si chacun commence à dire, oui, moi je suis blessé dans mon intimité, je considère que ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu dis, c'est pas bien, c'est trop, bezaf, bezaf. On peut pas à chaque fois prendre en compte la sensibilité de chacun dans l'absolu. C'est trop. On va pas vivre dans une société où n'importe quelle sensibilité doit être prise en compte. On va plus rien faire après, c'est bon. C'est littéralement la mort à toute tentative d'action, d'initiative. Auquel vous êtes opposé. Est-ce que vous respectez les sensibilités des gens qui vous ressemblent et qui vivent dans la même société? Non, je respecte pas les sensibilités. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est de la folie. En fait, faut le répondre comme ça. Non, je respecte pas les sensibilités. Voilà, la sensibilité, c'est merdique.